Petit reportage du coup. Combini qui a sorti un petit reportage sur les jeux vidéo. Est-ce qu'on connaît la plus grosse crise de l'histoire des jeux vidéo? Le titre déjà est pas du tout aguicheur. Mais c'est Combini. On les connaît. Les Reportage. jeux vidéo, c'est quand même vachement bien. Ça dépend. Ça paraît bête dit comme ça, mais il y a quelques années, ce n'était pas si évident de s'assumer gamer. Ces enfants sont atteints d'un mal. Ça dépend de très quoi on parle quand même. Hein. La passion des jeux vidéo. Depuis, les mentalités ont changé. Les joueurs et joueuses sont partout et les jeux sont devenus toujours plus beaux, toujours Ouais, plus vite fait. grands, toujours plus envoûtants. Toujours plus chiant déjà. Ils ont montré 2 jeux. On a Horizon Forbidden West qui était beaucoup plus chiant que le premier. Neva, moi j'en ai entendu du bien et du mal à la fois. Bon, ça c'est mignon, d'accord, ok. Et Cyberpunk, très bon jeu, mais faut avoir le temps quoi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est l'équivalent des Oscars, mais pour le jeu vidéo. Ah, c'est Sur beau, scène, c'est beau, c'est l'homme beau. tout sourire, c'est Jeff Keighley. Là, on le voit super content en 2023, super content en 2022. Super content en 2020. Mais connard, tu... Bah oui, il va pas faire la gueule, abruti. Va. Bah oui, il est content, bien sûr qu'il est content. Il fait de l'argent, il parle de jeux vidéo. C'est la vida loca. Laisse-le tranquille. Geoff. Et là, en 2012, avec des paquets de Doritos, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en vrai, je vais le redire, soyons honnêtes. Je sais que tout le monde détestait quand je disais ça dans mes vidéos. Est-ce que cette image est autant valable à l'époque qu'aujourd'hui, en fait? Non? Vous trouvez pas? Genre, cette image-là, elle marche autant maintenant qu'avant? Je veux dire, des IGN qui met des notes insane à certains jeux et qui à d'autres leur met des notes de merde. Alors que si tu te bases à peu près sur le même truc, c'est-à-dire graphisme, machin ou autre, il y a un jeu qui devrait être supérieur à l'autre, mais non. Parce qu'il y a de l'idéologie et puis il y a de l'achat de personne derrière. Quand tu vas mettre une mauvaise note, par exemple, à Dragon Age Vanguard, quand tu vas lui mettre une mauvaise note à ce jeu-là, bah derrière, ils vont pas t'envoyer le prochain Mass Effect. Bah oui. Déjà qu'en plus, les gens qui avaient accès à Dragon Age Vanguard, ils étaient triés sur le volet pour mettre les notes. Bon. Alors attendez, parce que j'ai avancé comme un teubé. C'est bon, ok? Voilà. Donc oui, les journalistes sont achetés. Les journalistes, c'est des petites merdes. Je les déteste tous. Voilà. L'année a été absolument exceptionnelle pour le jeu vidéo, avec des titres comme Alan Wake 2, Zelda Tears of the Kingdom, Spider-Man Alors, jeu nul, jeu ok tiers, 2, jeu nul, Hogwarts Legacy, jeu nul, ou encore Baldur's Gate 3. banger, mais pas eu le temps de le finir. 84 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et oui les gars, on pèse de ouf loin. dans le game. 34 milliards du cinéma ou encore les 28 milliards de la musique. En 2023, l'industrie a subi l'une des plus grosses vagues de licenciements de son histoire. Plus de 10 000 personnes ont perdu leur emploi. En 2022, ils étaient déjà 8 000, et en 2024, à l'heure où l'on écrit ces lignes, on compte presque 13 Back to the McDo quoi. 000 licenciements depuis janvier. Cela concerne tous les studios. Vous vous souvenez du génial Spider-Man 2, le jeu Il est pas si génial que ça. Hein. qui s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires en quelques mois? Eh bien, ça n'a pas empêché la maison mère Sony de virer des gens de Insomniac, le studio qui a développé le jeu. Riot Games, l'éditeur du très populaire League of Legends, 530 personnes licenciées, 11% Ah oui, ça arrive. Hein. de la masse salariale. Epic Games, le géant qui possède Fortnite, le jeu en ligne le plus joué au monde, 830 emplois supprimés, 16% des effectifs. Terrible. Ils sont où les documentaires pour quand moi je perds mon travail ou d'autres, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Bon bah c'est sympa, mais oui, bah d'accord, ok, oui. Ils sont virés pour l'instant, d'accord. Et à cette trop longue liste, on peut ajouter globalement tout le monde. Des éditeurs géants, des structures européennes, américaines, des constructeurs et tout un tas de studios plus modestes. Mais alors comment? Comment une industrie aussi Bah le mec il prend le contrat, il le déchire lucrative, comme ça, et prolifique, puis aussi il le vire quoi. passionnée, semble d'un côté vivre le grand amour financier et de l'autre écrémer un à un ceux qui créent au quotidien nos jeux vidéo favoris. Bah pour créer... parce que quand tu vires des gens, du coup, t'as moins de salaire à donner, donc tu remportes plus d'argent. Paraît logique. Et que... unpopular opinion, hein, comme on dit souvent, des fois, il y a des développeurs, faut que tu engages d'autres développeurs pour passer derrière le développeur que t'as engagé. Donc à un moment donné, ils écrèment forcément, si tu veux. Quand t'as 3 développeurs qui sont censés faire le boulot d'un seul, il y a un petit souci quelque part. Hein.
C'est la grande question à laquelle on a voulu répondre. On a demandé à des employés, Oui, bonjour. Salut des Axel. patrons, des plus gros patrons, des experts et bien sûr des ex-employés, est-ce que l'industrie du jeu vidéo ne serait pas arrivée à un game over? Ouais, frère. Ça ne se terminera jamais. On aura juste des jeux beaucoup plus lisses et plus chiants, quoi. Pourquoi et comment on en est arrivé là? Il faut revenir un peu en arrière. Un tout petit peu seulement. À une époque pas si lointaine quand on était coincé chez nous. Nous sommes en confinement. El Covidos. Alors YouTube, si vous voyez cette vidéo un jour, oui, ça parle du Covid, mais en bien. Presque les Vaccinez-vous, sortez votre chien, déplacements et voilà, limités tout se passera et très très bien. encadrés. Et pendant le confinement, qu'est-ce qu'on faisait? Et bah, il y a plein de youtubeurs qui sont venus sur Twitch, qui ont pris beaucoup de place. Eh bah, on joue aux jeux vidéo. Et évidemment, Animal Crossing, hein, Donc le moi, jeu je du suis journaliste confinement. jeu vidéo, Ils ont pas tous été de virés, voir Gamecult. l'explosion de nos chiffres. Gamecult, c'est pas 7 sur 10, 7 sur 20 à tous les jeux, ou je sais plus. Écoutez, je n'ai pas de respect pour les journalistes de jeux vidéo. Voilà, merci. Je continue à le dire, j'en ai pas beaucoup. De machin. PS, pour moi, ce n'est pas des journalistes, au passage. Ouais, c'était vraiment une période intéressante de ce point de vue-là parce que non seulement on voyait plus de gens jouer, mais on voyait aussi le traitement médiatique évoluer. D'un coup, le jeu vidéo, ça devenait cette espèce de remède miracle à l'isolement. Elle a un peu la même voix que celle dans La Flamme, là. Non, le truc sur Koh-Lanta avec celle qui joue le Clodo, là. Tu sais, celle qui est devant Franprix, là. Ce truc qui permettait en fait de maintenir un lien social et de maintenir une certaine forme de bien-être. Et évidemment, Animal Crossing, C'était bien pas sûr. vous-même, C'est mon premier Animal Crossing. Et pourtant, je trempe dans le jeu vidéo depuis... voilà. Mais à un moment, il y a aussi un effet d'entraînement, quoi. Tu t'y retrouves, tu te montres des fringues, des choses que tu peux plus du tout faire dehors. Animal Crossing, cette merde, je n'y ai jamais touché de ma vie. Je ne comprends pas les gens qui, plutôt que faire du vrai jardinage, en font dans un jeu. Et voilà. Non, c'est de la merde. Animal Crossing, c'est nul. Enfin, je comprends le côté un peu autiste de... tu sais, de rouvrir le jeu chaque fois pour prendre tes clochettes, faire ton potager, tout ça, machin. Bon, c'est chouette. Mais bon, frérot, à un moment donné... joue à des vrais jeux, quoi. Genre League of Legends. C'est le kart. Sorti en mars 2020, le jeu de sais pas, Nintendo va s'arracher à 13,4 millions d'unités dans C'est bien le monde vendu. en seulement 6 semaines. Un carton. D'ailleurs, il y a même un couple qui s'est marié dans le jeu, à défaut de On s'en bat les couilles. pouvoir le faire en vrai. Certains allument une Switch pour la première fois, les petits joueurs du dimanche deviennent de vrais geeks, et les gros Ah, ta gueule. Les heures du dimanche deviennent des vrais geeks. Les chiffres de l'industrie et de consommation faisaient rêver les investisseurs et donc on a eu énormément d'investisseurs généralistes qui ne connaissaient pas forcément l'industrie du gaming, qui se sont Tu peux dire jeux vidéo. Hein. emparés de ce sujet-là et qui ont investi dans des studios. Tous les indicateurs d'absolument toutes les autres industries du monde sont en baisse. Le seul Sacré qui sourcil. pointe vers le haut, c'est le jeu vidéo. Et là, du coup, toutes les personnes qui ont de l'argent se disent on va le mettre là. Avec des projections de croissance délirantes, les investissements ont explosé durant la même période. On estime qu'environ 115 milliards de dollars ont été C'est dingue parce que... Alors, je sais pas si c'est la vieillesse. Ok, si c'est le fait que maintenant j'ai 30 ans, tout ça, machin. Mais en vrai, il n'y a jamais eu autant d'argent dans les jeux vidéo, mais les jeux n'ont jamais été aussi mauvais. Quoi? Comment? Qu'entends-je? injectés dans le business du jeu vidéo entre 2020 et 2022. Pendant le Covid, Après, est-ce que c'est pas parce que ça fonctionne sur des biais de fils de pute en mode... comment dire? Est-ce que ça marche pas sur des biais de fils de pute, sur la nostalgie, tout ça, de sortir 12 remakes par jour, 12 remasters, truc insupportable, quoi. Donc, d'un côté, de nouveaux investisseurs injectent de grandes quantités d'argent dans les studios. Et de l'autre, les géants du jeu vidéo commencent une course au rachat et autres fusions d'entreprises, dont certaines ont fait grand bruit. C'est le cas Pitié, Ubisoft. S'il vous plaît. Faites-vous racheter par les petits Chinois, là. Par pitié. de l'acquisition du groupe ZeniMax par Microsoft en septembre 2020 Donc ZeniMax, c'est Bethesda, Arkane, etc. pour 7,5 milliards de dollars. Un deal qui comprenait entre autres le studio Bethesda avec les licences The Elder Scrolls et Fallout, ou encore id Software, le studio derrière la mythique franchise Doom. Bah, ils ont aussi racheté surtout Le Activision. rachat de ZeniMax Bethesda par Microsoft, je me souviens que j'ai passé une demi-journée à faire les 100 pas dans la rédaction en disant mais on est où, mais on est où, mais on est où, parce que normalement Et bah, t'as pas grand chose à foutre de ta journée. Putain,
Moi, j'ai eu ça, j'ai fait ouais, ok, bon, on aura des jeux sur le Game Pass. Écoute. C'est pas des choses qu'on voyait. Normalement, tu n'achetais pas d'éditeur. Tu achètes un développeur, tu achètes un studio, tu achètes une proposition, toujours, t'achètes un truc, ça, c'est t'achètes déjà pas passé, directement ouais. un catalogue. Stop, petit point lexique. Le petit lexique du jeu vidéo. Le développeur, c'est le studio qui crée le jeu. L'éditeur, c'est celui qui va distribuer, Dans le nom, hein. vendre le jeu vidéo dans le commerce et assurer son marketing. Des fois, les studios ont des contrats. Ah, ils sont vraiment. Non, mais c'est. C'est fait pour les QI négatifs, ce truc, ou quoi? Genre, les gars, on parle. Enfin, t'as le même lexique dans les livres, par exemple. Enfin, c'est pas des développeurs, c'est des écrivains, mais t'as des éditeurs aussi. Enfin, c'est connu quand même, les frères. Vraiment. Avec des éditeurs, d'autres fois, les studios appartiennent directement à l'éditeur. Donc, Microsoft, c'est un gros éditeur qui a racheté un C'est autre combiné, énorme éditeur qui avait lui-même des studios de développement et des licences. Faut bien qu'ils payent leurs Forcément, journalistes. au hein. moment des rachats, on entend toutes sortes de mots-clés, Journaliste. vraiment le jargon classique du PDG qui va parler de synergie, de force qui vont enfin s'allier, du fait d'avoir racheté un petit bijou voilà, dont il veut préserver la force et dont il veut pas voir la richesse s'étioler au fil des années. Et tu sais très bien que, enfin, je veux dire, c'est une histoire qui s'est suffisamment répétée pour qu'on commence à se dire, ok, ça sent mauvais, parce que des mois plus tard, c'est bon, bah il y a des postes redondants, il va falloir faire des coupes. Donc des coupes. Bah oui, et. Non, mais et. Enfin. Oui, et. Je sais pas, moi. Et alors? Dans n'importe quelle entreprise, ça se passe comme ça. Après, on peut trouver ça bien ou pas, mais et alors? Bien sûr que j'ai pas besoin de 2 stagiaires qui vont venir, qui vont me faire le café. J'en ai besoin que d'un seul. Je peux en payer 2. Pas logique. Budgétaires. La même année, la société chinoise Tencent a investi dans près de 31 entreprises, faisant entre autres l'acquisition des développeurs de Warframe ou prenant des parts dans le capital du studio japonais From Software, Oh. ceux-là même qui vous ont torturé durant des heures sur Elden Oh, Ring je revois ou Elden Dark Ring. Oh oui. Salut Steria, comment va? Oh oui, Elden Ring. Là, t'affrontes un dragon, là, ici. Ouais. Même si on connaît peu Tencent chez nous, c'est pourtant devenu la plus grosse entreprise du jeu vidéo au monde. À côté de ça, ils ont 6% chez Electronic Putain, il a la gueule un peu à Norman et la voix aussi. Vous trouvez pas? Arts, C'est Norman, le mec qui s'est marié alors que c'est il aurait abusé de certaines femmes. 7% chez Nintendo. Les accélérations de prise de capitaux sont quasiment annuelles désormais. Et cette course effrénée au rachat va atteindre des proportions délirantes, avec au sommet l'acquisition par Microsoft, toujours eux, du groupe Activision Blizzard, actée en octobre 2023 Et depuis, Black Ops 6 est sur le Game Pass et ça, c'est chouette. pour la coquette somme de 68,7 milliards de dollars. Donc ça reste quand même des chiffres qui sont assez Ouais, c'est des gros chiffres, oui. hallucinants. Oui, c'est hallucinant. Ah mais vraiment. Ah mais excusez-moi, c'est l'intervention la plus inutile du monde, Vanessa. Pourquoi? Oui, c'est gros, oui. Coquette somme de 68,7 milliards de dollars. Donc ça reste quand même des chiffres qui sont Waouh. assez hallucinants. Merci, Oui, Vanessa. c'est hallucinant. Et c'est évidemment un record dans le jeu vidéo. Une entreprise qui n'a pas du tout besoin de se faire racheter, qui motive des tarifs posés sur la table qui dépassent absolument l'entendement pour tout le monde. En même temps, Activision Blizzard, c'est déjà un géant du jeu vidéo. On parle de Call of Duty, World of Warcraft, mais aussi King, qui est l'éditeur d'un jeu mobile très populaire, Candy Crush. Je savais même pas que le jeu existait encore. Et en plus, Activision Blizzard, à ce moment-là, en interne, va très mal. Ou en tout cas, dans sa culture d'entreprise, a été dénoncé de très Il y aura un passage sur Ubisoft et sa culture d'entreprise ou pas? Ou Quantic Dream et sa culture d'entreprise hein? très nombreuses fois. Et c'est un peu la question de pourquoi tu achètes un truc comme ça. Est-ce que c'est pour le nettoyer? Peu de chance. Est-ce Mais gros, mais ils vivent dans quel... Oh, mais ils vivent dans quel monde ces gens? La vie de ma mère. Mais enfin... Pourquoi t'achètes un... Parce qu'ils s'en battent les couilles en fait. Genre, ils l'achètent parce que ça vaut de l'argent. Et qu'ils veulent en faire plus et plus et plus. Ils s'en foutent de nettoyer. Ils s'en foutent même de tous les dramas qu'il y a pu avoir à chaque Activision. Ils en ont rien à foutre. Ils achètent le truc, ils virent le mec et puis bah les couilles. Tu crois vraiment? Mais ça me fume. Vous pensez vraiment
à part certains personnes de gauche qui peut y avoir sur ce chat, même moi, vous savez, je suis vraiment de gauche, vous pensez vraiment que quand les mecs, ils achètent Call of Duty ou qu'ils jouent à World of Warcraft, ils ont quelque chose à foutre que Janine, elle se soit fait toucher par le boss à la cantine? Ce qui est très sad, hein, bien sûr, c'est pas ouf, mais ils en ont rien à foutre, en fait. Faut arrêter de penser que tout le monde est politisé. Vraiment, le nombre de gens qui s'en bat les couilles de ce qui se passe dans vos studios, à part 3 connards qui lisent des trucs sur Twitter, vraiment, les gens s'en branlent, en fait, je pense. Que c'est pour en tirer le maximum. Voilà, plus de Voilà, choses, c'est la commune gamers qui veut se donner une bonne image. Mais attendez, là on est en 2022. Le jeu vidéo se porte pas si mal, non? Chez les grosses boîtes nord-américaines et britanniques, le recrutement dans le gaming prend 5%. Et en France, tenez-vous bien, c'est 40% d'offres d'emploi en plus de 2020 à 2021 selon la FJV. De manière générale, il y a les éditeurs et les développeurs traditionnels qui entrent en contact de nouveaux capitaux et qui se disent qu'un développement c'est bien, 2 développements c'est mieux. Et effectivement, tu vois beaucoup plus d'embauches. J'en ai discuté avec plusieurs développeurs et plusieurs patrons de studios qui se doutaient en fait que ça allait pas durer, qui se disaient mais en fait ça embauche à tour de bras dans notre studio et en fait on va avoir des objectifs monstrueux qui vont être très difficiles à remplir en fait. Et on est comme, j'ai l'impression comme dans le reste du monde, sur une hallucination collective, hein, sur une espèce de pensée positive générale, merveilleuse, dans laquelle, non, ce n'était pas juste la conséquence des gens qui étaient coincés chez eux, ce qui me semble pourtant être une explication très logique à la consommation de jeux vidéo. Vous aurez vécu 55 jours confinés. Quelle est la première chose que vous aurez envie de faire? Oh, je me rappelle même pas. Je sais que j'avais envie de Ken, mais ça c'était tout le temps pendant le confinement aussi. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé quand je me suis déconfiné? Peut-être aller à la salle, je crois. C'était bien le confinement. Non, le docu a 3 semaines. Le Covid commence progressivement à être derrière nous. Les gens ressortent, les terrasses se remplissent et donc, naturellement, on joue moins. Faux. En tout cas, moins souvent et on achète moins de jeux, moins de consoles. Mais avec seulement 5% de baisse de chiffre d'affaires, le secteur du jeu vidéo semble plutôt bien se porter en 2022. Enfin... Il y a eu une inquiétude, parce qu'on savait tous en fait en tant que game dev que le marché en fait il avait pas plus grossi que ça. Que le marché il avait juste eu une espèce de hausse temporaire qui allait ensuite se lisser. Fast forward 2 ans plus tard. Enfin, expliquez-moi un truc. C'est même je suis pas game dev, moi, désolé. Quand tu te lances dans ce métier, tu te doutes bien que tu vas pas avoir des CDI de 40 ans, non? Tu te doutes bien que quand tu vas être embauché sur un truc, c'est pas à vie quand même, il me semble. Faut être quand même conscient de dans quoi tu vas, non? Je sais pas. Si tu veux te lancer dans une branche de métier où t'as des métiers sûrs, fais autre chose, quoi. Là, bien sûr que t'as des risques de te faire... je sais pas. Tu dis, waouh, je me suis fait embaucher pendant le Covid. J'ai 0 risque de me faire virer après, dis donc. Enfin, faut être un peu aware de ton environnement, j'en sais rien, moi. Personnes qui disent hey, il y a 2 ans, on vous a filé 20 millions, il est où notre jeu? En plus, on investit, on capitalise, le terme est terrible, sur des profils. Non, il est pas terrible, il est... Enfin... Oh là 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 là. Ah oui. Qui n'ont pas les compétences métiers, et donc tu te retrouves avec des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'industrie du jeu vidéo, des personnes qui n'ont jamais tenu une manette en main, et qui viennent dire aux devs comment on fait un jeu. Que dire? Que dire? Est-ce qu'il y a besoin de parler de Sweet Baby Inc? Est-ce qu'il y a besoin, voilà, qu'il y ait 3 connards qui aient dit quoi faire dans certains jeux vidéo, alors qu'en fait ça plaisait à personne, et que du coup certaines boîtes ont foutu en l'air 8 ans de développement sur certains jeux? Je ne sais pas. Peut-être. Mais je ne veux pas apparaître comme étant anti-progressiste, puisque j'aime bien le programme aussi, je suis quelqu'un de très progressiste. Le seul truc que je rejette complètement... T'as des exemples? Oh, j'en ai plusieurs. J'en ai quelques-uns, oui. On en pense ce qu'on veut, mais on peut dire en tout cas que Dragon Age Veilguard a fait pas mal parler. On en pense ce qu'on veut, mais Assassin's Creed Shadow fait pas mal parler.
je ne parle jamais par rapport à moi. C'est-à-dire que quand je vous dis ça parce que j'ai vu des Japonais que je connais même être vénères parce qu'on voilà. Et j'ai vu certaines personnes que je connais aussi qui sont LGBTQ+, LGBTQIA+. Il y a combien de... Moi, je m'arrête toujours à LGBT. Mais il y en a d'autres maintenant. Qui n'étaient pas contents sur certains trucs dans Dragon Age Veilguard. Après, ça ne représente que... ça ne représente pas tous les LGBT. De toute manière, il faut arrêter de faire de l'essentialisation sur tout. Mais moi, je vous dis juste que j'ai eu l'avis d'une ou deux personnes LGBT sur le jeu. J'ai eu l'avis d'une personne qui était gay, par exemple pour Dragon Age. J'ai eu l'avis d'une ou deux personnes qui étaient Jap pour Assassin's Creed Shadow. Il y a des gens que ça énerve de voir Black Myth Wukong qui est par exemple boycotté sous des dénonciations, je crois, qui étaient, si je dis pas de bêtises, mais je me suis pas renseigné, surtout qui étaient un peu anonymes sur ce qui se passait dans le studio, que ils avaient certaines personnes, Exerve en avait parlé, je crois, qui avaient reçu des conditions, enfin même pas des conditions qu'ils étaient obligés d'accepter, mais des trucs en mode oui, éviter de parler du féminisme, du Covid, etc. Voilà, après. Et du coup, Exerve en avait fait tout un truc. Je ne parlerai pas du jeu. Non, je ne parlerai pas du jeu. Non. Non. Je ne parlerai pas du jeu, parce que voilà, je trouve ça immonde. Je sais pas. En fait, moi, j'ai tout autant un problème, et je comprends son point de vue, mais par exemple, j'ai tout autant un problème avec des gens qui font ça, et d'autres gens qui vont recevoir des consoles gratuites ou des jeux gratos, et qui vont les tester, etc. Et forcément, du coup, ton avis, il est un peu biaisé, etc. Et de toute manière, je pense que dans la critique des jeux vidéo, il faut accepter que les avis soient subjectifs. Que l'objectivité ne sert à rien et n'existe pas, surtout dans les reviews de jeux vidéo. Mais ce qui m'énerve, moi, c'est tous ces gens qui se prennent pour des journalistes, alors que pour moi, vraiment, les journalistes de jeux vidéo n'existent pas. Vraiment, c'est 3 connards qui racontent leur avis sur des jeux qui ont autant de force, enfin qui ont même plus de force et d'impact que vous, alors que votre avis à vous est tout autant légitime que les leurs, quoi. Après, dans une autre mesure, par exemple, moi, tu vas me faire tester un jeu de catch. Ayant fait tous les jeux de catch qui existaient au monde, quasiment, je vais avoir un avis évidemment un peu plus poussé, un peu plus légitime, je pense, que certains qui n'ont jamais fait de jeu de catch, quoi, tu vois. Ou certains qui se mettraient à un jeu de catch pour la première fois. Mais l'avis du mec qui se met au jeu de catch pour la première fois est tout autant intéressant que mon avis à moi qui s'y connaît beaucoup, puisque lui, il aura un avis avec des yeux un peu neufs sur le produit. Mais effectivement, comme n'importe quel objet ou autre, je trouve qu'on donne énormément d'importance à 3 connards qui sont derrière un écran, qui ont joué au jeu pendant 40 heures et qui te donnent un avis. Et surtout qu'en plus, certains rushent souvent, par exemple, des jeux comme Dragon Age. Je pense aussi qu'ils ont des gros problèmes, c'est qu'ils ne peuvent pas apprécier autant un jeu que quelqu'un qui devrait juste y jouer pour le plaisir. Par exemple, quand tu vois des mecs qui te sortent un test sur Dragon Age et qui te disent qu'ils y ont mis 20 heures ou 40 heures parce qu'ils ont rushé l'histoire principale et qu'ils n'ont pas fait les trucs à côté, son avis, c'est de la merde, tu vois. Voilà, c'est du binge gaming, tout à fait. Et leur avis, pour moi, n'a pas d'intérêt propre et n'a pas d'intérêt intéressant, si ça se dit. Mais bref. Mais non, mais il y a plein d'exemples de jeux qui ont été un peu foirés pour beaucoup de trucs parce que ils voulaient te mettre... En fait, le problème, beaucoup de joueurs, je pense, n'aiment pas qu'on leur donne l'impression qu'ils sont bêtes et n'aiment pas avoir cette sensation d'être un peu, tu sais, qu'on les paternise. Tu vois, qu'on leur dise un peu quoi penser, etc. et comment penser surtout. Je donne souvent l'exemple que moi j'ai trouvé que des gens avaient été très stupides avec The Last of Us 2. J'ai vu des gens qui étaient transphobes, alors que par exemple Abby n'est pas du tout un personnage trans. Des gens qui étaient homophobes parce que tu jouais une femme qui était lesbienne. Et en vrai, moi, en jouant au jeu, même si tu peux sentir que derrière, il y a certains messages qui sont un peu trop apparents, et des fois, c'est pas grave que les messages soient apparents. Mais moi, par exemple, j'aime pas quand ils le sont. Et le jeu, j'ai adoré, quoi. Et ça m'a pas empêché de kiffer, tu vois. Ça m'a pas empêché de kiffer parce que j'ai pas eu l'impression en y jouant qu'on me paternisait ou qu'on essayait de m'expliquer quelque chose, qu'on me prenait pour un mec bête. J'ai vu des images et j'y ai pas joué encore. À Dragon Age Veilguard, j'ai vu certaines images
Et j'ai l'impression, quand tu vois certains dialogues, etc., qu'on prend les joueurs pour des débiles. Et forcément, quand tu ressens ça, le message, il passe moins bien en général. Voilà. Et beaucoup de jeux ont été un peu... Il y a des... Comment ça s'appelle ? Il y a des messages des gérants comme Sweet Baby Inc., etc., qui ont dit que, limite, il faudrait harceler les studios pour faire passer ce genre d'idées qu'ils peuvent avoir, quoi. Je sais pas trop quoi penser de ça, mais bon. Ces gens-là ne peuvent lire que des livres dont le protagoniste est un mâle blanc ou pas, c'est des rageux. Et oui, non, mais t'en as qui sont un peu cramés de la tête, bien sûr. Bien sûr. Et moi, ça m'a jamais dérangé dans un jeu de jouer n'importe quoi, en vrai. Genre, c'est des gens qui vont te dire ça, ils ont joué à, je sais pas, à Okami, tu vois, tu joues un chien. Bon, jamais dérangé de jouer un chien, quoi, tu vois, je m'en fous, quoi. Comme ça m'a jamais dérangé de jouer une femme. Bizarrement, en fait, ce qui me fait rire, c'est que bizarrement, ça les dérange moins quand ils jouent une femme, comme dans Stellar Blade, ou une femme comme Lara Croft, quoi, tu vois. Là, c'est moins dérangeant. Parce que c'est sexualisé comme ils ont envie, comme ils aiment et comme il faut selon eux, quoi, tu vois. Moi, vraiment, en fait, tant que le jeu est bon, voilà, moi, c'est ça que je garde à la fin. Souvent, quand je joue à un jeu vidéo, tant que le jeu, je le trouve bon, et bah, c'est le principal pour moi, quoi. Après, le reste, vraiment, je n'accorde très peu d'importance, que ce soit au message politique du jeu, à quoi que ce soit en vrai. Moi, si le jeu me prend, si l'histoire est bien, qu'elle soit politique ou pas, ou ce que tu veux, on fout, quoi. Mais fortement en plus. L'industrie du jeu vidéo vit depuis 4 ans, c'est cette idée selon laquelle c'est le marché. Pour moi, c'est toujours l'affaire d'une décision stratégique, d'une mauvaise perception des tendances, d'une envie de se lancer dans des choses à corps perdu parce qu'elles excitent les marchés à ce moment-là. Il y a une déconnexion claire en haut dans les grandes entreprises. Et oui, parce que c'est bien beau de se rêver comme le futur GTA, mais la première chose que les nouveaux investisseurs n'avaient pas anticipé, c'est que développer un jeu vidéo, ça peut coûter cher. Très cher. Certes, ce n'est pas nouveau, mais à mesure que les générations passent, que la technologie évolue et que le médium grandit, le coût de développement financier et humain des jeux vidéo grossit lui aussi de façon exponentielle. Dans une industrie qui compterait aujourd'hui... Alors je veux pas, encore une fois après, je veux pas faire comment ça s'appelle, mon progressiste. Pas vu beaucoup de gens de couleur quand même, ou de diversité dans les studios pour l'instant. Environ 330 000 travailleurs. Faire un jeu vidéo à gros budget, un triple A comme on les appelle, ça demande une armée. Mais pas une armée uniforme de soldats identiques. Un studio de jeux vidéo, c'est plusieurs dizaines de... Voilà. Voilà. Mais pas une armée uniforme. Alors après, on va de me dire... identiques. Alors après, par contre, il y a studio de jeux vidéo, il y a un point de vue. C'est que... comment dire, il y a un point de vue qui est que pour faire ses études, il faut quand même payer de l'argent, etc. Et que ça coûte cher. Et que malheureusement, souvent les gens de couleur ou les gens de la diversité n'ont pas énormément de moyens. Donc forcément, tu les retrouves moins dans ce genre de poste. Mais voilà, ce genre de photo, par exemple, me fait très cringe. Et ce sera dans ce genre de... C'est ce genre de personnes qui prennent des très bonnes décisions sur certains jeux qui ont été, compliqués, quoi. c'est plusieurs dizaines de métiers différents. Non, mais cette photo, elle est incroyable. Cette photo, elle est incroyable, vraiment. T'es en mode chercher la diversité, quoi. Attends. J'ai mal aux yeux tellement c'est blanc. Bon, alors après. On est en Pologne. Je vois le logo de CD Projekt Red. C'est le studio qui a fait The Witcher. Leur jeu est quand même plutôt progressiste sur certains points, d'autres non, mais... Différent. T'as des designers, t'as des programmeurs et des programmeuses, t'as des artistes, et en fait, c'est ce travail-là collaboratif qui va permettre la création du jeu vidéo. On peut être sur des cycles de développement qui sont longs, tu peux être sur 2-3 ans sur certains jeux tout de même, ce qui est assez long. 2-3 ans, sur les récents jeux, on est plus sur entre 5 et 10 maintenant. On va faire un petit voyage. Direction Miami. Enfin non, Vice City. Sorti en 2002, GTA Vice City avait coûté 5 millions de dollars de développement. C'était le record pour son créateur Rockstar Games à l'époque. 11 ans plus tard, GTA V aura un budget estimé à 137 millions de dollars pour 5 années de production.
Et en ce qui concerne le très attendu GTA 6 qui revient à Vice City justement, les premiers travaux auraient commencé il y a 10 ans et certains analystes estiment que son coût pourrait être au-dessus des 2 milliards de dollars. Ouais, mais gros, enfin, on parle quand même d'un truc, c'est un mammouth, le bordel, il sera... Ah bon, alors après, je dis ça. Il y a déjà des anti-woke qui étaient en mode il faut une femme, il y a une femme, on va devoir jouer une femme. Voilà. Donc ça se trouve, ça va peut-être impacter un peu les ventes. Mais ça reste GTA 6, quoi. Donc frère, je pense que le online, comme le RP, comme tout ça, fonctionnera très bien, quoi. Quand t'annonces les chiffres de GTA, quand t'expliques aux gens combien ça coûte de faire GTA, combien de personnes travaillent sur GTA, combien de temps ils ont passé sur GTA, tout le monde hallucine. Il y a peut-être un manque de transparence de notre côté, peut-être un manque d'explication, de présentation, de trucs, ou peut-être que les gens s'en foutent tout simplement et c'est tout à fait ok. Ah mais vraiment ça. Ah ouais, mais il a tout dit en fait. Genre, je vais le répéter, mais je m'en beurre les couilles de combien un jeu il a coûté, combien ça leur a mis de temps. Moi les gars, je suis pas riche. Quand je mets de l'argent dans un jeu, je veux juste qu'il soit bien en fait. D'accord ? Quand je joue à mon jeu, Dragon Ball Sparking Zero, et que je m'emmerde comme pas possible, je m'en branle que ça leur ait pris 7 ans à le faire, ça reste de la merde. Autant de temps pour me prendre un putain de jeu nul avec un mode histoire pourri, eh bah désolé, mais j'en ai rien à foutre. Les gens, ils ont travaillé dessus ou pas. Ok ? À nous faire un bon jeu. Forcément, quand il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de jeux vidéo. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un coup d'œil à Steam. Steam. All the games you love. Rappelez-vous qu'à une époque, pour se procurer un nouveau jeu, il fallait aller en magasin et acheter son petit CD, voire sa cartouche pour les plus vieux d'entre nous. Oh la bonne époque. Mais aujourd'hui, Steam a changé le game en devenant la plus grosse plateforme de jeux vidéo dématérialisée. Tout le monde peut mettre son jeu sur Steam a changé le game, mais arrêtez avec des phrases comme ça pour faire cool alors que vous avez un ton journalistique, c'est pas possible quoi. Sur Steam et tout le monde peut y jouer sans bouger de chez soi. Du coup, sur l'année 2014, on comptait 1714 nouveaux jeux publiés sur la plateforme. Pour l'année 2020, quasiment 10 000 et en ce qui concerne 2023, c'est 14 405 titres qui ont débarqué sur Steam, auxquels il faut rajouter toutes les exclus consoles et mobiles. Est-ce qu'on a besoin d'autant de jeux? Est-ce qu'on a besoin d'autant de devs? Non! Voilà. Je réponds à ta question. Vous êtes insignifiant et inutile pour beaucoup. Voilà, vous allez prendre du temps à faire des jeux que personne va jouer parce que ce ne sera pas mis en avant, parce que vous n'aurez pas du bon marketing derrière. Les gens, pour la plupart, s'en battent les couilles de vos jeux. Voilà. Et les gars, arrêtez de vous prendre la tête. En fait, faites-nous juste des bons jeux. On s'en fout. Les graphismes, c'est bien, mais c'est pas la panacée non plus. On veut du bon gameplay. On veut des bonnes histoires, surtout. Pour moi, en tout cas, qui aime bien les jeux solo. Et on en a marre des open world insignifiants qui veulent rien dire. Ça veut dire la même chose parce que c'est insignifiant. Et qui sont souvent remplis de quêtes FedEx à la con. Et on en a tous un peu ras-le-bol de lancer un open world et qu'on se fasse chier dessus parce que faut faire ton 8e voyage rapide parce que t'en as plein le cul, quoi. Vraiment, Horizon Forbidden West en est l'exemple terrible. Horizon Forbidden West, je me suis forcé à le finir. Je crois que je devais en être à 25-30 heures peut-être. Les 20 dernières heures de jeu, quand j'ai fini vers 50 heures, je crois, c'était terrifiant. Mais je me suis dit, j'ai mis de l'argent dans le jeu, il faut que je le termine. Mais alors putain, c'était dur. Hein. Parce que quête FedEx, parce que histoire un peu nulle, parce que tu sens le thème gros comme un sabot derrière, écologie. La planète elle va mourir. Gaïa, faut redémarrer la planète. On va aller vivre sur une autre terre. Voilà. On s'en branle en fait. Très bien, hein, mais t'étais pas obligé non plus de... Vraiment que ce soit très comme ça devant ma gueule, quoi. Encore une fois, fais-moi un bon scénario qui s'appuie sur des trucs sympas. Comme ça, le thème de l'écologie, très bien. Horizon n'était pas le pire sur ce thème-là, hein, vraiment, ça va. Hein. Mais moi, à un moment donné, quand on est à 50 heures, quoi, et que tu tapes que le gameplay il est pourri, en fait, c'est bon, quoi. C'est bon, quoi.
En fait, faites vos jeux correctement et puis vous garderez votre emploi, j'imagine. Très comme demander est-ce qu'on a besoin d'autant de musique, ou est-ce qu'on a besoin d'autant de peinture, ou est-ce qu'on a besoin d'autant de films. La réponse, c'est oui. Non. Voilà, non, en fait. Non, j'ai pas besoin. En fait, non. En disant oui, je trouve que tu continues d'engendrer ce délire de la surconsommation de tout. C'est en disant oui, en pensant vraiment qu'on a besoin de je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais d'une trentaine de musiques qui sort par jour, de 15 séries à la semaine que tu dois suivre, de 14 000 jeux vidéo à l'année. Bah non, en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, vraiment, arrêtez, quoi. Vraiment. Non, on n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin d'autant de peintres qui repeignent la Joconde case par case? Disons que Fortnite sera la Joconde ici, et ensuite espère que les gens vont arrêter de regarder la Joconde et regarder leur tableau à la place? Non. À un moment. Quoi? Ah oui, je vois ce qu'il veut dire. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des studios qui font 12 000 Fortnite-like, quoi? Ah mais gros, enfin ça a toujours été le cas, genre on en rigolait avec Cora quand on avait vu ça, mais il y a eu une mode là sur un Game Award ou un E3 avec que des jeux dans l'espace. Bah c'était chiant quoi, bien sûr. Et on a eu la mode après Zelda, on a eu les open world. Je pense que sans Zelda Breath of the Wild, t'as pas vraiment l'idée. Le Elden Ring, tu l'as pas vraiment dans sa forme actuelle quoi. Tu vois? Ça crée des tendances, quoi qu'on en dise, qui sont intéressantes. Moi, je trouve même que Elden Ring a surpassé un peu Breath of the Wild, quoi. Par sa richesse que Breath of the Wild n'a pas vraiment. Enfin, je parle pas du gameplay, hein. Je parle plus de l'histoire, du lore, de tout ça, quoi. Des musiques aussi, parce que bon, Zelda Breath of the Wild, voilà. Mais bref. Et on a toujours eu des jeux. Il y a toujours eu des années un peu comme ça où on avait des trucs like, tu vois. Quand Pokémon a vraiment bien marché, en copiant bien sûr Dragon Quest. C'est ça, bon, hein, Nintendo, on vous emmerde, hein, vraiment, vous faites des procès à tout va là en ce moment. Déjà, si vous aviez pas copié Dragon Quest, voilà, hein. Certains monstres de Dragon Quest, certains concepts qu'il y avait dans Dragon Quest avant, par exemple, etc. On vous voit, Nintendo, on vous voit. Pendant des années, on a été peut-être trop dans un discours de « il faut de la diversité du jeu vidéo ». Je vais peut-être un peu choquer dans ce que je dis, mais il faut de la diversité du jeu vidéo. Mais ça, on a réussi. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a réussi. Quand il y a 14 000 jeux sur Steam, on a réussi. Non. Bah non, pas vraiment. Je veux dire, là, on en est à notre combienième Vampire Survivor-like, par exemple. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 1000 Vampire Survivor-like qui sont sortis depuis Vampire Survivor? Non. Par exemple, les Sims, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de Sims-like très bon en ce moment. Donc, bon, je ne sais pas. Bonjour. Ah là là. Ça m'avait manqué, ça. Ok, des dizaines de milliers de jeux, mais pour combien de joueurs? On estime que le nombre de joueurs et joueuses dans le monde est passé de 2 milliards en 2015 à environ 3,32 milliards en 2024. Mais attention, il y a une autre réalité ces énormes chiffres. D'ailleurs, c'est souvent ce genre de gros chiffres qu'on présente à ces fameux investisseurs dont on vous parlait plus tôt. Avec des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'industrie du jeu vidéo. Parce que dans ces 3,32 milliards de gamers, autant on trouvera ceux qui enchaînent 3 heures de League of Legends tous les soirs, mais on retrouvera aussi le profil de ma mère, qui joue juste à Scrabble sur son téléphone 20 minutes par semaine. Et ce n'est pas un jeu du coup. J'adore ma mère, mais ce n'est pas elle qui sauvera l'industrie du jeu vidéo. Parce que si les joueurs et joueuses moi je l'aime pas ta mère aux jeux vidéo, ils ne jouent pas à beaucoup de jeux vidéo. En 2023, une étude estime que 80% du temps de jeu mondial PC et console a été consacré à seulement 66 titres précis. C'est pas vrai. T'es en train de me dire que les 14 000 et quelques qui restent, enfin les 13 000 jeux qui restent, tout le monde s'en bat les couilles. Et donc du coup, ok, vous avez créé des emplois sur ces jeux-là, mais en fait ils sont pas vendus derrière et donc du coup vous perdez de l'argent? C'est pas vrai. Non. T'es en train de me dire qu'en fait vos métiers servent pas à grand chose parce que personne n'y touche à vos jeux? Pas vrai. Non. En tout. Et dans les grands vainqueurs, il y a 5 jeux.
5 mastodontes de l'industrie. League of Legends. Attends, on va essayer. Call of Duty, FIFA, League of Legends, Rocket League, peut-être. Je sais pas à combien il joue à Rocket League. Ça doit être beaucoup. Et Valorant, peut-être, ouais. Mais bon, c'est principalement des jeux en ligne, je pense. Sorti il y a plus de 6 ans, qui regroupe à eux seuls 27% du temps de jeu mondial. 27% du jeu total mondial sont sur 5 jeux. Je peux te garantir qu'ils tournent aussi sur les consoles de la génération précédente, ça c'est certain. J'aurais cité Fortnite. Il doit y avoir Ah, bien sûr. Roblox. Bien sûr. GTA Online n'est pas dans ce truc-là. League of Legends. Ah bah oui, League of Legends, c'est vrai, ouais. FIFA. Non, le plus vendu au monde. Bah Minecraft. Ah, Minecraft. Ah oui. Bon, voilà. Hein. Et évidemment, spoiler, si je dis pas de bêtises, c'est les jeux les plus regardés sur Twitch aussi. Je peux vous mentir, on me l'a soufflé celle-là. C'est-à-dire que si quelqu'un lance un jeu sur son PC ou sa console aujourd'hui dans le monde, il y a une chance sur 4 que J'y ce joue à soit aucun aussi, un ouais. de ces 5 jeux. Je veux pas faire le mec trop edgy, quoi, mais vraiment, je ne joue à aucun de ces jeux. Bah ouais, c'est des exemples assez particuliers parce qu'on est sur des jeux qui ont une grosse composante en ligne, des jeux services pour la plupart, qui ont un flux de contenu constant, donc qui du coup ont une espèce de rétention sur les joueurs. Pourquoi en effet développer plein de jeux quand vous pouvez n'en faire qu'un seul et le faire évoluer avec le temps? C'est la stratégie utilisée par Epic Games, les créateurs de Fortnite. Et elle semble leur réussir. C'est tout ce que je déteste dans les jeux vidéo. Pour moi, c'est ce qui a tué les jeux vidéo. C'est ce qui a fait qu'on se retrouve avec des studios, par exemple ceux qui ont fait Concorde, etc., qui font des jeux pour que ça marche et pas vraiment pour plaire aux gens. Parce que après autant d'années, on n'a pas besoin d'un 30e Fortnite. On n'a pas besoin de... Voilà. Et ça coûte justement des boulots à certaines personnes. Ça coûte du temps de développement qui aurait pu être mis sur autre chose. Je pense que si on n'a pas certains jeux qu'on rêvait tous d'avoir, c'est principalement parce qu'ils essayent de nous foutre des jeux à service comme ça. Et c'est terrible. Voilà la recette. Des mises à jour abondantes, des licences célèbres en veux-tu en voilà, des nouveaux concepts toutes les 2 semaines et même des concerts de superstars. Voilà les droits d'auteur là. Il y a des intentions de rétention, de concentrer l'attention et l'engagement des audiences. Il y a des pratiques qu'on pourrait catégoriser en fait de prédatrices sur l'engagement et la rétention des joueurs et des joueuses, ce qui fait que en fait on peut pas aller tester autre chose et on n'a pas le temps. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps. Tu fais comme moi, tu joues pas. Et bien sûr, pour faire tourner tout ça, la cerise sur le gâteau, une pléthore de microtransactions. Ah oui, parce qu'on vous a pas dit, Fortnite c'est gratuit. C'est gratuit, mais on vous propose des petits achats, quelques euros par-ci pour un petit accessoire, et un peu plus pour une apparence virtuelle. C'est ce qu'on appelle un jeu-service. Tant que ça change pas le gameplay intrinsèque du jeu, ça me dérange pas. Et honnêtement, ça rapporte. En 2018, un an après la sortie de Fortnite, Epic Games cumule un bénéfice opérationnel de 2,8 milliards de dollars, soit plus que les profits nets de Electronic Arts, Take-Two Interactive et Activision Blizzard. Les profits en cumulé. Et 6 ans après sa sortie, Fortnite réunit encore 70 millions Gros, je vois tellement Fortnite partout, pour moi ça fait 10 ans que c'est sorti le jeu. De joueurs actifs tous les mois. On va dire aux actionnaires, on va suivre ça à fond, on va y mettre tous nos moyens. Écoute, ils ont parlé de Fortnite, donc j'imagine que c'est que Fortnite. Mais ça va pas coûter trop cher. Donc où est-ce qu'on rabote? J'ai l'impression qu'on est un peu là pour parler de ça. On a pris un humoriste de fils de pute ou quoi là? Au secours! C'est vraiment normal le mec! Ah oui, en septembre 2023, le géant américain Je t'aime bien, hein, t'as pas l'air méchant, mais... s'est débarrassé de 16% de ses employés, soit 830 personnes mises à la porte. Tim Sweeney, PDG d'Epic Games et accessoirement première fortune mondiale du jeu vidéo, expliquait dans une lettre que malheureusement son optimisme de croire qu'il pouvait éviter de virer des gens avait été trop irréaliste et qu'il fallait désormais couper net dans les dépenses. En revanche, selon une enquête de l'Informé, cela n'aurait pas empêché Epic Games International, la filiale basée au Luxembourg. Belle ville. Vraiment, je suis sûr qu'ils y sont que pour les arbres. Sûrement pour ses paysages.
de verser Putain, il a fait la même vanne que moi, enculé. $1 milliard de dividendes à sa maison mère américaine en 2023. Mais qu'importe la taille de votre entreprise, la puissance financière de votre maison mère ou le succès de vos jeux, la sanction peut tomber à tout moment. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait l'industrie a aucun égard pour ses travailleurs, notamment en fait des travailleurs qui se sont mobilisés, qui ont travaillé dur et qui ont vraiment redoublé d'efforts pendant le Covid justement pour essayer au maximum de faire en sorte que l'industrie elle tienne. Il y a un adage qui dit si tu fais un bon jeu, t'es viré, si tu fais un jeu qui marche pas, t'es viré, si ton jeu va sortir, tu peux être viré, si ton jeu est annulé, t'es viré aussi. Ça marche partout. Moi, ce qui m'a marqué en particulier, c'était la fermeture de Tango Gameworks, en vrai. Tango Gameworks, c'est un studio japonais qui a été racheté par Microsoft en 2020. Yep. Ah, Hi-Fi Rush, bien sûr. C'est moi. Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvé là. En janvier 2023, le studio balance par surprise le jeu Hi-Fi Rush, prenant tout le monde de court. C'est parti. Au total, le titre séduira plus de 3 millions de fans dans le monde et ira même chercher 5 nominations à nos fameux Game Awards 2023. And the Game Award goes to Hi-Fi Rush. Mais vous vous en doutez, il va toucher, il faudra que je le fasse. Un an et demi après la sortie de Hi-Fi Rush, Microsoft ferme Tango Gameworks, sans prévenir personne. Le jour de l'annonce publique, les 105 employés auraient reçu un mail de la part du responsable des Xbox Game Studios, qui leur explique que ces réductions d'effectifs sont dues à une redéfinition des priorités en matière de titres et de ressources. Ça m'a marqué parce que un jour après la fermeture du studio, t'as Matt Booty, donc le responsable jeu chez Xbox, qui tient un discours officiel pour expliquer que voilà, nous on va désormais se concentrer sur des petits jeux indés un peu originaux qui vont nous donner un certain succès d'estime et potentiellement des prix. Et c'est exactement ce qu'était Hi-Fi Rush pour eux. Ah oui d'ailleurs, finalement, en août dernier, Microsoft annonce avoir revendu Tango Gameworks à Krafton, qu'on connaît pour PUBG notamment. Mais les employés de Tango Gameworks, eux, étaient déjà partis depuis 2 mois. Et ce ne sont pas les seules victimes dans les effectifs de Microsoft. Au total, en 2024, le géant américain a licencié plus de 2500 personnes dans le monde, confirmant toutes les craintes des employés après les rachats massifs. Pour se revaloriser. Bon, c'est beaucoup, mais mais bon. Sur un marché financier, le licenciement, c'est une stratégie qui est connue et qui est étudiée depuis des années en fait en économie là-dessus. Tu licencies, tu sais que tu revalorises ton action. Mais qui est pas fou, bien sûr. Bien sûr, c'est pas fou. Bon, s'il n'y avait que Microsoft. Ben oui. On a eu un exemple très fort durant l'été avec un jeu qui s'appelle Concorde. Qui devait être effectivement... Concorde, on le rappellera, hein, qui a vécu moins longtemps qu'une mouche. La durée de vie du mouche, c'est 15 jours. Concorde a fait une semaine. Effectivement, le moment où Sony PlayStation crée son jeu service, donc qui pourra effectivement vous faire rester longtemps. Et si on essayait de faire un concurrent à... En fait, le souci, c'est que c'était de la merde. À Fortnite ou à Overwatch en 2024. Et si, ça va marcher parce qu'on est qui ? Parce qu'on est nous. Pour un coût, accessoirement, s'il faut revenir aux trucs qui font mal, bon ben voilà, on parle d'un investissement de plus de 200 millions de dollars, ce qui est lunaire. Et 2 semaines après le lancement, ils ferment les serveurs. Ce qu'on appelle un jeu mort-né. On ne se transforme pas en faiseur de jeux multijoueurs service à succès. Du jour au lendemain, on n'inflige pas ça à un studio non plus d'ailleurs. T'as eu des gens qui ont pris la décision, ok, ça va nous rapporter de l'argent, qui se sont pas posé la question, mais en fait, est-ce que le public a envie d'un deuxième Fortnite ? Alors moi j'ai la réponse, il n'y a pas besoin d'être chercheur, la réponse est non. Et alors, d'autres exemples du même genre, il y en a une pelletée. On a cet exemple d'une graphiste qui travaillait sur des skins de League of Legends, qui se fait virer de son emploi à plein temps, pour ensuite, quelques heures après, être contactée par une boîte de sous-traitance pour faire le même travail. On peut aussi... Fallait la faire. Celle-là, fallait la tenter. On sait pas si elle a dit oui, mais fallait la tenter. Parler de Anissa Sanoussi. Pour fêter les 2 ans de la sortie du jeu Rollerdrome, la développeuse a carrément incité les gens à pirater le jeu. Et ben oui, comme le studio avait fermé l'année dernière, plus aucun développeur ne touche quoi que ce soit sur les ventes. Donc elle dit, piratez-le. En même temps, qui a envie de pirater ce jeu de merde, hein ? On
On vous le disait plus tôt, ce phénomène a touché tout le monde. En France, on évoque souvent un droit du travail plus protecteur. Mais cela n'a pas empêché des branches françaises, où tout semblait aller pour le mieux, de procéder à ces mêmes dégraissages. Nous avons par exemple rencontré Sacha, qui nous a raconté son licenciement. Ça faisait presque 3 ans que je travaillais dans cette boîte. C'était purement du marketing, donc côté éditeur. On avait l'impression que c'était tout le temps un âge d'or, que tout allait toujours bien, que les ventes étaient toujours au top. J'avais eu des super belles promotions, on m'a fait miroiter beaucoup d'avantages, beaucoup d'opportunités. Et je me suis réveillée un matin. C'est une meuf, Sacha, non? Il était 9h15 et à 9h40, je reçois un email. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Et en gros, la suite, c'est pas besoin de se... Oh, ça marche encore! Incroyable! Ah ouais, ça marche bien, dis donc. Demain, quoi. J'ai juste envoyé un message pour dire que je comprenais pas ce qui se passait. On m'a répondu pas besoin de te connecter au prochain meeting. Le temps d'appeler les collègues, de savoir ce qui se passe, de comprendre. Et bien en fait, tous mes accès avaient été coupés. Personne n'est au courant. Au niveau de ma hiérarchie, personne ne savait que j'allais recevoir cet email. Quelques semaines après, je devais faire des gros projets, faire beaucoup de voyages. Et que ça revienne, quand même. Tout ça s'arrête d'un coup. Comme si en fait j'étais licenciée pour faute grave, ce qui n'était absolument pas le cas. Hein. Mais on avait l'impression que j'avais la lèpre, quoi. On n'a rien vu venir, rien du tout. C'était la surprise absolue. Bah, tu te lèves et puis tu vas chercher un autre travail, quoi. Et oui, derrière ces chiffres impressionnants, 830 chez Epic, 900 chez Embracer, 2500 chez Microsoft, on a parfois du mal à visualiser que ce sont des gens, et qu'à force d'être les victimes de ces décisions managériales... Mais tout le monde est victime, arrêtez de chialer, putain. Oh là là, on parle d'une perte d'un travail, oui, c'est pas rigolo, mais bon... En fait, ce qui me fume, c'est que demain, je vais bosser chez la SNCF ou dans une boulangerie, je sais que j'ai peu de chances de me faire virer. Et encore, bon, il y a la période d'essai, tout ça, machin, mais quand t'as un CDI, tout ça, dans une boîte, t'as peu de chances de te faire virer. Là, c'est souvent des contractuels, ou c'est des gars qui n'ont pas forcément de CDI, ou c'est des... Ils savent très bien qu'ils bossent pour un projet, etc. C'est quand même un milieu très précaire, le jeu vidéo, quand même. Voilà. Donc, quand t'y vas, tu sais que t'as des risques de te faire virer. Alors oui, ce serait bien que ça change, bien sûr. Mais gros, on est dans un truc où si ça fait pas d'argent, bah voilà. Et puis de toute manière, les boîtes, ils font ce qu'ils veulent, ils sont tellement gros, tu veux faire quoi? En fait, moi ce qui me fume, c'est essayer de changer des choses qui sont possibles à changer, je sais pas moi. Déjà, si dans ces studios-là, ils pouvaient avoir des bonnes... comment ça s'appelle? Des bons comportements envers les développeuses, ce serait pas mal. Ou financière, le moral aussi en prend un coup. Pour s'en rendre compte, en juin dernier, on a été faire un tour à Lille, au Game Camp, un événement annuel qui rassemble les professionnels français du jeu vidéo. Ce n'est pas vraiment la Paris Games Week ou les Game Awards, mais ici, on y trouve les petites mains qui trouvent du travail dans les studios et les indépendants qui rencontrent leurs éditeurs pour leurs futurs jeux, enfin, normalement. Bon, on va pas se mentir, l'ambiance cette année n'était pas au beau fixe. On a un Game Camp un peu particulier cette année en termes d'état d'esprit, sachant que tout le monde est plus ou moins en crise. Déjà un métier qui sert pas à grand chose. Hein. Enfin, le secteur du jeu vidéo est en crise et les discussions qui se font en ce moment, elles tournent beaucoup autour de la santé mentale, autour de comment les gens se sentent. C'est vraiment, on commence genre, ça va? Je vais rien dire. Ça va toi en ce moment et tout les créateurs, les développeurs, les artistes. Enfin, les gars, il y a quand même un truc assez précis malheureusement, c'est que, à part vous, souvent, personne n'en aura quelque chose à foutre de ce qui vous arrive. Hein. Vraiment. Ou peu de gens en tout cas. Et c'est peut-être triste à dire, mais la phrase de quand tu viens au monde, tu viens seul, quand tu repars seul, c'est vrai en fait. Genre... personne ne te prendra par la main pour t'aider à aller mieux. Tu peux voir un psy, il changera pas forcément ta vie. Tu peux, voilà. Donc en fait, soit tu te débrouilles, soit, bah voilà. Mais donc c'est pas rigolo, évidemment. Mais même des gens proches de moi peuvent être désintéressés de ce qui m'arrive parce qu'il m'arrive trop de trucs, tu vois, par exemple. Donc en fait, faut apprendre aussi un peu à prendre sur soi, quoi. Pas facile, mais Mettre leur trip, sacrifier. Mais il faut arrêter de penser que le monde il est beau, il est rose et que des gens n'auront quelque chose à foutre de toi. Et vrai, moi c'est ce que je dis à tout le monde autour de moi, ayez des attentes un peu de zéro des gens autour de vous, hein, parce que beaucoup de choses. vous serez moins déçus au moins. Pour créer du jeu vidéo et à la fin on est traité comme oui, c'est la vie, comme une merde. Un produit. Si tu bosses à Intermarché, Auchan, Super U ou autre, ce sera pareil.
comme un scooter, comme un vélo, et c'est très dur. Humainement parlant, c'est extrêmement difficile. Ouais. Oui, il y a eu des moments où c'était un peu en mode pourquoi faire un jeu parce que personne va y jouer, personne va en entendre parler, et que ça va être compliqué de juste continuer à gagner suffisamment pour pouvoir continuer à faire des jeux, quoi. Donc je suis passé par des années au RSA où c'était quand même assez compliqué. Donc heureusement qu'on a ça en France, quoi. Mais effectivement, en France, on est très protégé pour l'instant. Il y a le droit du travail de manière générale, par rapport à d'autres pays qui est assez enviable. La création du jeu vidéo en France est assez privilégiée. Ah oui, le CIJV, le crédit d'impôt jeux vidéo. Ça, c'est un truc très important en France. C'est un dispositif d'exonération fiscale qui a été créé en 2008. On a ce dispositif-là qui est vraiment la colonne vertébrale en fait, et le dispositif qui a vraiment permis d'accélérer la compétitivité des entreprises et de créer et sauvegarder des emplois en France. C'est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, 30% du coût de votre production d'un jeu vidéo, vous allez pouvoir l'écraser grâce à ce crédit d'impôt jeux vidéo. Et ça, c'est totalement vital au moment où on est dans un creux pour l'industrie. C'est énorme. Donc là, il y a le budget qui est en train d'être discuté à l'Assemblée. Tout le secteur est mobilisé pour le crédit d'impôt jeux vidéo parce que, pour le coup, ça serait dramatique. C'est-à-dire que sur les 15 000 emplois du jeu vidéo, et là, on peut faire un peu de dramaturgie, il y aurait facilement la moitié des emplois en France. Donc on aura un plan de licenciement de 5 à 7 000 emplois supprimés dans l'année qui suivrait la suppression du crédit d'impôt jeux vidéo. Tout simplement parce que les boîtes iraient créer des emplois en Amérique du Nord, au Canada ou en Asie. À cela s'ajoute tout un tas de controverses qui structurent l'industrie du jeu vidéo, sur le sexisme, le harcèlement. Twitch e-sport, le jeu vidéo se féminise, mais le sexisme et le harcèlement persistent. Au studio de jeux vidéo mi-clos, l'ambiance sexiste et les incohérences de production épuisent. Au studio de jeux vidéo, harcèlement. Toutes les controverses sur les contenus. Et forcément, toi, tu passes, en tant que dev, tu passes ta journée à être exposé à systématiquement des trucs négatifs. Parce que oui, comme dans tous les métiers. que le marché va pas bien, parce que l'industrie va pas bien, parce que potentiellement... En fait, il y a un côté qui me fatigue avec ce reportage, c'est que j'ai l'impression qu'il faut les plaindre, tous. Alors, évidemment, c'est triste pour certains, mais bon, frère, c'est bon, quoi. Tous les métiers ont des trucs nuls, il y a du harcèlement partout, voilà, c'est sad as fuck, mais c'est comme ça, quoi. En fait, prends des commentaires ultra négatifs sur ton activité, sur ton jeu, machin, etc., par les communautés de joueurs. Bah oui, si vous faites pas des jeux de merde, évidemment, vous aurez pas de trucs négatifs. Et boum, forcément, ça finit par exploser. En tant que streamer, j'ai déjà pris plein de remarques négatives sur mon physique, sur comment je parlais, sur les jeux que je faisais. On m'a cassé les couilles en privé, en public. On a raconté des mythos sur moi. On a... quoi d'autre? On m'a menacé. Quoi d'autre? Voilà. Juste parce que je faisais des streams et que j'en vis même pas. Bah, c'est la vie. Hein. Bon, ça faisait presque 2 ans que j'avais pas touché un anxiolytique et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à reprendre. C'était au final des symptômes très classiques après un licenciement, mais des insomnies, plus d'appétit, voilà, ce genre de choses. Quand je vois que ces postes-là, donc vraiment les gens qui ont les mains dans le cambouis littéralement, se font licencier pendant que d'autres s'en mettent plein les poches. Oui, bah c'est la vie, ok. Les patrons, c'est toujours le cas, ils s'en mettent plein le cul, et puis voilà, c'est pas nouveau. Hein. Ça me rend malade et qu'on me fait comprendre que voilà, le fait d'avoir un CDI en France, ça coûte cher, c'est trop problématique, alors que ces patrons ont l'argent d'embaucher des gens en CDI, d'avoir des structures solides en France. Ouais, mais le monde, c'est pas bisounours. Hein. Non, c'est que de la colère, que de l'injustice. Mais si les géants peinent à satisfaire leurs actionnaires, du côté des nombreux studios indépendants, l'avenir est encore plus sombre. Le milieu indépendant, il est important dans l'industrie parce qu'en fait, il donne... il est important de ouf, le milieu indé. Un point de vue. L'indé, c'est là où se créent des tendances, c'est là où s'affirment certains genres ou certaines mécaniques qui ne peuvent pas s'affirmer sur des plus gros projets. C'est une manière de presque prototyper en fait ce qui va être fait dans le reste de l'industrie plus tard. Il y a beaucoup de mal-être actuellement chez les développeurs et développeuses de jeux vidéo en indépendant des petites... J'ai plus de tristesse pour les devs indés, tu vois. Équipes, etc., qui se font retirer des financements.
Donc tu arrives au milieu de ton jeu et on t'explique qu'il va falloir serrer un petit peu la ceinture, etc. Et désolé, vous faites partie des 2 ou 3 développements de jeux auxquels on va retirer son financement. C'est de l'incertitude complète tout le temps pour les gens dans les studios qui sont vachement plus au contact très souvent de la situation financière de leur studio. En parlant d'incertitude, en ce moment en France, il y a un sujet incontournable, Ubisoft. Alors Ubisoft, je vais vous le résumer aussi simplement que ça. Ils font des jeux de merde depuis à peu près 10 ans. C'est ça, ouais, 10 ans, à peu près. Donc ils font des jeux de merde depuis 10 ans à peu près. Aucun jeu n'est un hit. Tout est nul. Voilà, j'ai trouvé. C'est bon. Et en plus, il y a des harcèlements sexuels, un truc de travail absolument insane, des comportements relous. Voilà, comme tu dis, tu tombes enceinte, tu te fais virer, vraiment. C'est une boîte de merde, hein, vraiment. L'éditeur breton détient je vous pisse au cul, Ubisoft. Marques puissantes comme Far Cry, Les Lapins Crétins ou Assassin's Creed. Voilà, jeu de merde, jeu de merde, jeu de merde. En 2010, Ubisoft apparaît comme le fleuron de l'industrie vidéo. Ah, c'est vrai, les E3 frères, quand ils montent Watch Dogs, c'était incroyable. L'expression se faire watchdoguer, ça vient de là quand même. Les downgrades et tout, c'est Ubisoft qui a inventé ça, les frères. C'est eux, hein. Française. Mais ces dernières années, l'éditeur a amorcé une chute qui semble sans fin. Ben oui, parce que vous faites de la merde. Oh, ça va m'énerver, on va parler d'Ubisoft. C'est long, Ubisoft? Non, ça va. Le géant français a en effet vécu une série noire. Bon, déjà, ils ont légèrement forcé sur les NFT, avec leur plateforme Quartz. Mais on en revient à un truc. Ne faites pas des trucs que les gens ne veulent pas voir. Point barre, ça suffit. Une énième innovation gaming massivement rejetée par les joueurs. L'image de l'éditeur s'effrite d'autant plus lorsque s'ouvre une enquête pour harcèlement moral et sexuel sur 3 de ses cadres. Côté jeux vidéo, les échecs s'enchaînent aussi. Le coûteux Avatar Frontiers de la merde. Pandora n'a pas rencontré le succès escompté. Le projet X-Defiant ne s'est pas imposé comme un renouveau du genre. Et enfin, Skull and Bones, un jeu qui a mis 10 ans à être vraiment une grosse merde même. Développé, passant dans les mains de nombreuses équipes différentes, s'est avéré être un véritable... On dirait vraiment là, quand je vois les images, on dirait le Black Flag de 2014 en moins bien, quoi. Donc, pas de licenciement à proprement parler. Ouais. Dans la même phrase, on peut aussi lire juste avant que pour économiser 200 millions d'euros de coûts, l'entreprise compte procéder à des restructuration ciblée ainsi qu'à la cession de certains actifs non essentiels. Et oui, vous avez bien deviné, des licenciements. En Corée, aux États-Unis ou encore au Canada. Comme nous le raconte un ancien employé de Ubisoft Toronto. Je reçois une invitation à une réunion moins d'1 heure avant qu'elle commence. Je vois plusieurs participants de cette réunion dire au revoir et leurs comptes sont désactivés. Le directeur du studio commence la 2e réunion et nous dit « Alors que Ubisoft Toronto commence sa croissance, nous recrutons actuellement de nouveaux employés afin de combler les lacunes de compétences du studio. Cela est... » Ah oui, frère. Non mais excuse-moi, oui. Il y a des gens mauvais chez Ubisoft, je suis désolé. Quand tu vois certains jeux, comment ils sont, c'est mauvais. Et il faut pas me dire c'est que de la faute des éditeurs. Pardon. J'y connais peut-être rien sur pas mal de gens, mais vraiment, il y a des mecs pas bons chez Ubi. Étant dit... Moi, c'est chez ce studio-là que j'ai entendu que des fois, ils embauchaient des gens pour combler, comme il dit, justement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux même pas inventer, je vous l'ai dit tout à l'heure. Des studios, ils embauchent des gens des fois, au moins 2 personnes, des fois, pour combler les lacunes d'une personne, tout en gardant la personne. Je dis, après, il se fait virer. Bah oui, évidemment, frérot, on a embauché 3 autres personnes, ou 2 ou 3 autres personnes pour combler tes lacunes. On avait dès à présent plus de postes chez Ubisoft Toronto. Pendant quelques minutes, on nous a expliqué quand est-ce qu'on allait recevoir des mails concernant le processus et que nous allions bénéficier d'indemnités de licenciement généreuses, et ça s'est arrêté là. Aucune question n'a pu être posée, aucun autre commentaire n'a été fait. La réunion s'est simplement terminée et nos comptes ont été désactivés presque immédiatement. Personne n'est au... C'est très violent à subir par contre, je pense. Courant que cela arriverait, pas même les chefs de projet. Ironie du sort, Ubisoft Toronto continue de recruter, avec plusieurs offres d'emploi disponibles sur son site officiel. Ça donne vraiment envie d'y aller. Notamment pour bosser sur un futur projet Far Cry. Les équipes de 200 personnes qui bossent sur les prods Ubi, c'est trop cool pour leur CV, c'est trop cool pour elles, mais à la fin, c'est pas elles qui se baignent dans les piscines d'argent d'Ubisoft, tu vois. En fait, c'est aussi pour ça que je suis parti de chez Ubi il y a 1000 ans, c'est qu'il y a un moment où j'ai regardé combien je gagnais, et
Puis j'ai regardé ce qu'on me demandait de faire et je me suis dit, ouais, quitte à pas gagner d'argent, autant faire mes propres conneries et puis être certain de comprendre pourquoi je gagne pas d'argent, quoi. La descente aux enfers ne s'est pas arrêtée là pour Ubisoft. Suite à la réception décevante de Star Wars Outlaws, parce que le jeu est pas bon. Et au report du prochain Assassin's Creed Shadows, parce que vous mettez des trucs qui sont pas acceptés par les joueurs dedans. Le cours en bourse de l'entreprise a continué. En fait, faut pas me faire croire que c'est que des droitards qui sont... que c'est que des mecs de droite qui sont contre ce qui se passe sur Assassin's Creed Shadow. Et j'ai la preuve, j'ai beaucoup de gens aussi que je connais qui sont de gauche, qui n'aiment pas ce qui se passe sur Assassin's Creed Shadow. Sur les Assassin's Creed même en général avant le Shadow. De chuter. Quand l'action coûte... Les gens en peuvent plus de votre IP nul, quoi, parce que vraiment c'est pas bon depuis des années. 85 € en janvier 2021, elle est tombée fin septembre 2024 autour de 9 € seulement. Par exemple, des studios comme Ubisoft vont énormément espérer mettre tous leurs œufs dans le même panier quasiment, et espérer tellement d'un Star Wars Outlaws et tellement espérer... Juste un truc. Est-ce qu'on en parle de Beyond Good and Evil 2? Vous savez, le jeu qui est dans les enfers du développement, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est censé sortir. Imaginez la thune qu'Ubisoft met dedans. Et évidemment, quand ça va sortir, tout le monde s'en battra les couilles. Le jeu sera sûrement pas bon. Ou moyen. En fait, le jeu sera passable. Et c'est tout, quoi. Ubisoft, c'est ça, ils font pas des jeux mauvais, ils font des jeux passables. Sauf que quand t'as d'autres jeux qui sortent, style Elden Ring, quand t'as des jeux qui sortent, je sais pas moi, style God of War Ragnarok, God of War, les Yakuza, Stellar Blade même si je suis pas très fan, Black Myth Wukong, des trucs un peu, voilà. Et bah Ubisoft, ça fait un peu tâche quand ils te sortent le 30e Assassin's Creed en l'espace de 10 ans, quoi. D'un Assassin's Creed Shadows qui peuvent plus se permettre de droit à l'erreur. C'est une formule qui s'est un petit peu essoufflée avec le temps et j'entends par là la formule monde ouvert, objectif qui clignote de partout. Et ça c'est dommage parce que ça leur fait perdre le goût du risque, quoi. Une perte du goût du risque et des échecs qui pourraient faire perdre le contrôle de l'entreprise à ses créateurs. Alors que plusieurs syndicats ont appelé à une grève des employés en octobre pour lutter contre le retour forcé en présentiel et la dégradation des conditions de travail à Ubisoft. Ah mais s'ils veulent pas les bosser... Bah oui, c'est pas rigolo d'aller bosser au bureau, mais bon, tu me diras, au moins ça leur permet d'éviter l'harcèlement, etc. Même si à mon avis, il doit en avoir pas mal quand même, même chez eux, de toute manière. Une augmentation de vos salaires, ma frère. Tout le monde aimerait ça. Hein. Soft. Oh là là, merci pour tes grosses bites. Merci pour tes grosses bites, Katana. Merci beaucoup. Ubisoft, on a le sentiment qu'on cristallise beaucoup des problèmes qu'on rencontre chez les autres. On a les hésitations créatives, des choses où on se dit, voilà, c'est ça qui marche, donc c'est ça qu'on va continuer de faire, au détriment de l'innovation, au détriment de l'expérimentation, et donc de ne pas pouvoir faire de la qualité. Et évidemment, on est dans la tourmente des licenciements, puisqu'on est le plus gros employeur du jeu vidéo individuel. Hein. On a 19 000 employés à peu près au dernier comptage. Au studio de Paris, par exemple, on a eu tout le pôle relations sociales qui, du jour au lendemain, est mis à pied. Alors que, de notre côté, on est en conflit social, qu'on a des négociations à mener. Un des problèmes fondamentaux de l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'on perd des gens tout le temps. On perd des gens parce qu'on les paye pas assez, on perd des gens parce qu'on les use, parce qu'on les met en burn-out. Là-dedans, il y en a un certain nombre qui se disent c'est la dernière, j'arrête. En fait, quand on voit 20 000 licenciements en 2 ans, on se dit en fait cette industrie, elle veut pas de moi. C'est une industrie qui est extrêmement riche, qui continue de faire des profits monstrueux. Il n'y a aucune raison qu'on perde autant de gens si régulièrement. Après, tout ce qu'on voit, c'est effectivement un problème de redistribution des richesses, mais ça, malheureusement, c'est partout. Hein. 31 700, c'est le nombre estimé de licenciements dans l'industrie du jeu vidéo depuis 2022. Ces 3 dernières années, un employé du jeu vidéo sur 10 a perdu... Encore une fois, beaucoup de diversité dans tous les studios, hein, depuis tout à l'heure. Devant une telle hécatombe, même les gardiens du temple ont fini par admettre qu'il y avait peut-être un problème. L'occasion de retrouver ce cher Jeff Keighley. Et oui, il s'est exprimé publiquement sur le sujet, en ouverture de la conférence Summer Game Fest 2024, en essayant tout de même de voir le verre à moitié plat. But let's also face it, this has been a tumultuous and difficult year with company layoffs and studio closures, which have disappointed all of us. But there's also something else happening. Our industry is evolving and changing. And thanks to digital distribution, smaller teams and new creators are finding incredible... Ouais, puis
Distribution numérique pour payer les jeux pareil, frère, c'est bon quoi. on sait qu'on s'est fait baiser, hein, t'inquiète pas. Hein. Success. It's a reminder to big companies that they have to treat their developers right because. Attends, c'est quoi qui montrait? Oui, donc Balatro, ok. Bon, Hades 2, faut pas déconner non plus. Dragon's Dogma, c'est Capcom. Helldivers, c'est Sony. Après, le reste, pourquoi pas, mais... To big companies that they have to treat their developers right because today there are many paths to sustainability and success, and that's what makes this industry so great. Et surtout que je pense qu'il faut un peu d'escale un peu les projets quoi. Est-ce que vous êtes vraiment à chaque fois obligé de faire des projets de 300 millions de dollars? Plus de profit, les exécutifs cherchent de nouvelles solutions et ont peut-être trouvé le Graal avec l'intelligence artificielle générative pour créer des jeux plus rapidement. Écoutons par exemple Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, en parler lors d'une conférence en mars dernier. We're in the era of generative AI, which is the most exciting yet by a fairly wide margin and something that we're embracing deeply. We think about it on three core vectors. Efficiency, expansion and transformation. Bon, ça va virer encore des gens quoi. All of our development processes have high feasibility to be possible. C'est le problème aussi d'Hysteria, mais ça après encore une fois c'est les éditeurs. Hein. 60% du processus de développement impacté par l'IA. Et celui qui nous le dit, c'est le patron de l'un des plus gros distributeurs de jeux au monde, derrière des licences comme FIFA, les Sims ou encore Apex Legends. C'est ça, Camille. My orientation is how can we use generative AI to make us 30% more efficient as a company? How in 3 years from today could we be 30% more efficient? Cette déclaration du PDG a été faite littéralement une semaine après le licenciement de 600 personnes d'Electronic Arts, 5% de la masse salariale. Une situation qui n'empêche pas notre cher de toucher 25 millions de dollars personnellement sur cette même année fiscale. Sur le papier, l'IA pourrait être un formidable outil permettant d'accélérer certains processus de codage ou de programmation, qui peuvent être parfois répétitifs et fastidieux. Vraiment, c'est juste pour de l'aide. Ouais, jusqu'à ce que ça soit prêt pour que ça soit autre chose que de l'aide, quoi. Donc, mais ça, ce truc-là, de oui, le progrès, il faut arrêter parce que ça va remplacer nos travail. Bah oui, oui. Mais gros, en fait, ça a toujours été le cas. Et c'est soit tu t'adaptes, soit tu péris, en fait. C'est-à-dire, dans les supermarchés, les caissières qui sont remplacées par les caisses automatiques, c'est vraiment pas fou. Mais on s'est rendu compte aussi que les caisses automatiques, ça faisait pas tout. Et que ça marchait pas aussi bien que ça, pour l'instant. Et que du coup, après, ils ont pris les caissières. Mais l'imprimerie, tous ceux qui écrivaient des trucs, ça s'est un peu essoufflé. Ils gagnaient beaucoup moins d'argent. Les scribes, là, les machins. T'as plein d'exemples de boulot où la technologie a dépassé le besoin d'employés. Et du coup, ils ont dû faire autre chose, quoi. Si dans les jeux vidéo, l'IA arrive... Attention, hein, l'IA arrive à faire des bons jeux vidéo. Pas des jeux vidéo nuls, tu vois. Mais si tu peux virer... En fait, moi, je suis patron d'entreprise, je me dis, attends, là, ton IA, là, elle va me coûter tant d'argent de poster avec les mails, par exemple, tout à fait. Ou Amazon qui a tellement bien compris le truc qui nique un peu tout le monde au niveau de la poste qui a eu des gros problèmes à cause d'Amazon aussi, ou des trucs comme ça. À cause des livraisons, quoi. Mais enfin du système de livrer, Uber Eats, j'en passe, tu vois. Par exemple, le jour où tu pourras commander un truc et te faire livrer genre à domicile, je sais pas, par n'importe quel système je sais pas, de drone ou un truc comme ça, les mecs d'Uber Eats, ils serviront plus à grand chose, quoi. Mais bref. Mais je suis patron, je suis chef d'entreprise, tu me dis, ouais, alors attends, là, l'IA, tu payes quoi? Allez, je sais pas, 15 000 euros par mois pour toute la team, ou 10 000 euros, ou je sais pas, 1 000 euros, ce que tu veux. Et ça me permet de remplacer quoi? 30% de mes salariés, parce que ça permet de faire le boulot là, de codage et tout, tranquille. Bah ouais. Hein. Moi, les gars, l'IA, c'est incroyable. Je me fais des logiciels pour mes modes de catch et tout, machin. Avec l'IA, j'ai réussi à créer des logiciels. Alors, je sais pas coder une ligne, tu vois. Je lui dis juste, est-ce que tu peux me créer un exé qui me permet, avec les données que je te donne là, donc tu as toutes les données de chaque nom des catcheurs avec ce qu'ils représentent, etc., avec leur identification, quoi. Si je t'écris un nom de catcheur, que tu me donnes son idée tout de suite et que tu m'écrives ça dans tel fichier .json et tout, par JSON, là, ou je sais pas quoi. Et oui, en fait, il me fait tout. Et après, juste à cliquer sur le truc, je compile le truc avec Python, tout ça, machin, et bisous, quoi. Ça y est, j'ai mon exécutable.
Bah frère, ça j'aurais jamais pu le faire sans l'IA. Ça fait générer vos jeux. En tant que game developer, en fait, on se dit, mais dans quel monde vivent ces gens qui ont probablement pas touché à de la production de jeux vidéo depuis des années? C'est-à-dire que quand on fait de la production d'assets pour du jeu vidéo, notamment en tant qu'artiste, on répond à des contraintes précises, que ce soit des contraintes de taille, de résolution, de style de couleur. On a besoin d'itérer en fait et de faire plusieurs versions de la même chose. L'IA, elle permet pas de faire ça. Il y a aucune consistance dans l'IA. Voilà, ça, c'est vrai. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. À moitié vide, c'est la destruction d'emplois possibles sur les devs juniors, notamment. Le verre à moitié plein, c'est la capacité à dire à des IA assez perfectionnées, notamment sur ce qu'on appelle l'IA environnementale, de dire bah, dans cette scène de jeu où d'habitude j'ai des millions de passants qui interagissent avec mon personnage principal, donne-moi des milliers et des milliers de comportements différents pour que la foule donne une impression vraiment hyper qualitative. Donc il y a un potentiel de création énorme et il y a des menaces sur l'emploi, c'est vrai. Ouais, aussi, comme pour tout, t'as les points positifs et négatifs. Il va y avoir de la destruction et de la recréation sur des postes nouveaux. Et l'IA générative fait globalement peur aux développeurs. Comme le montre un sondage auprès de la Game Development Conference qui regroupe plus de 3000 professionnels du métier. 84% d'entre eux sont inquiets sur la question, soulevant par exemple la problématique forcément parce que ça les concerne des effectifs en remplaçant les gens par des IA. Maintenant, demande-leur s'ils sont inquiets pour ce qui se passe à l'étranger, par exemple. Je suis pas sûr qu'ils soient très, très concernés. Tu vois. En fait, évidemment que tu es concerné par un truc qui peut mettre en danger ton travail, bien sûr. Mais ils sont concernés pour tout, quoi. Hein, on vous voit. Un phénomène qui, à vrai dire, a déjà commencé pour certains cœurs de métier. Je suis dev, ça me fait pas peur du tout. Bah, plus de 10 ans que je suis dans l'industrie. Tu sais, ma meuf, elle veut faire de la comptabilité. ChatGPT le fait déjà. Bon. Bah, son boulot, il servira quand même. Parce qu'il y a le contact humain, il y a des trucs et tout, machin. Mais à force, elle se fera remplacer aussi. Elle se fera grand remplacer par ChatGPT. Bon. Le peu de code. Mais écoute, moi, j'ai demandé du code à l'IA, il m'a sorti. J'ai pu créer mes logiciels que je voulais par rapport à ce que je voulais, etc. Franchement, bah, je suis pas codeur, mais en tout cas, ce qu'il m'a donné avec Python, pas dégueu, quoi. Hein. Il m'a permis de faire des trucs et tout. J'étais bien content. Donc bon. J'ai grimpé les échelons, puis j'ai rejoint un géant chinois du jeu mobile. Sur le papier, moi j'ai fini mon contrat. Voilà. J'ai fini mon contrat, j'ai eu mon entretien et on me dit bah à la fin de la semaine c'est fini. Je leur ai demandé qui va s'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux français après mon départ parce que bah forcément. Bah personne. Ils m'ont dit bah c'est ta collègue taïwanaise et tout. Je fais ouais mais elle parle pas français. Ouais, c'est pas grave. Elle a ChatGPT. Voilà, c'est ce qu'on m'a répondu. Bah j'ai regardé depuis, il y avait des soucis de terminologie. ChatGPT, c'est pas réutiliser les termes du jeu exact parce que, bah, en fait, il va juste traduire une trad approximative de la chose, quoi. Et donc, ça se voyait. En fait, ils vont essayer de faire des coupes. Mais me fais pas croire non plus que lui. Me fais pas croire que lui, il utilisait pas de ChatGPT pour son travail. Genre, il a le seum parce qu'il s'est fait grand remplacer par ChatGPT, mais lui aussi il l'utilisait. Sauf qu'il arrivait à rendre le truc plus humain parce qu'il connaissait les termes et qu'il arrivait à humaniser le truc. Mais gros, j'utilise ChatGPT tous les jours. Tous les jours. Pour tout. En utilisant des IA au maximum. Au contraire, t'es dans la merde si tu n'apprends pas à utiliser ChatGPT. Vraiment, t'es dans le caca si tu n'apprends pas à utiliser ChatGPT. Et un truc, moi, qui me fume, c'est les profs, par exemple, actuellement. Là, je vois des profs qui sont en déprime, tout ça, machin, parce qu'ils sont en mode « Oui, mais les élèves, ils utilisent trop de ChatGPT, il n'y a plus aucun apprentissage. » Alors, c'est un mec que vous aimez pas, mais j'ai vu un de ses sketchs. Dieudonné, il avait fait un sketch où, en clair, il parlait de ça, et il rigolait dans le sens où il disait que maintenant, en fait, les profs, ils te donnent un exercice créé par ChatGPT. Les élèves font l'exercice avec ChatGPT et le prof corrige les élèves avec ChatGPT. Donc en fait, il dit maintenant, les élèves ne servent à rien, les profs ne servent à rien, c'est que des robots qui se parlent entre eux par l'intermédiaire des humains, quoi. Et il l'a fait avec de l'humour, mieux que moi, mais il avait raison, quoi. Enfin, il faut, en fait, à cause de ça, faut revoir complètement comment l'éducation nationale, comment bien sûr que c'est terrible. Mais comment enfin, c'est terrible, oui et non. Si tu t'adaptes pas, c'est terrible.
Là, on a des générations de sacrifiés qui vivent ça. Ils sont contents parce qu'ils font les trucs avec ChatGPT, mais si tu t'adaptes pas, effectivement, c'est terrible. Maintenant, si tu t'adaptes en mode genre, bah, peut-être qu'en fait, avec ChatGPT, t'as certains cours qui servent pas à grand-chose. Peut-être qu'en fait, donner des devoirs aux enfants à l'école, ça sert pas, enfin, en dehors de chez eux, ça sert pas à grand-chose. Peut-être que ça leur bouffe du temps et qu'ils pourraient faire d'autres choses, style du sport pour pas être obèse, apprendre à cuisiner. Peut-être qu'on pourrait leur apprendre des trucs de la vie, style faire les impôts. Peut-être qu'on pourrait leur apprendre comment utiliser la CAF pour plus tard, comment chercher un emploi. Peut-être qu'on pourrait leur apprendre d'autres choses plus utiles dans la vie que faire tes devoirs pour apprendre des trucs qui te serviront jamais, quoi. Peut-être qu'il faut juste revoir un peu toute l'éducation, quoi. Voilà, c'est ça, forcer les élèves à rester à l'école pour faire les devoirs, tout à fait. Au secours, quoi. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que si tu veux, ChatGPT, pour moi, met en lumière tout ce qui va pas encore plus avec le système d'éducation, les devoirs, les cours, les leçons, tout ça, machin. Là, ma nièce, je l'ai vu faire... comment... Bah, ça t'a réussi, toi? Oui, moi aussi, ça m'a réussi pour certains trucs. Mais nous, on n'avait pas de ChatGPT derrière, tu vois. Mais par exemple, ma nièce qui doit faire une fiche de lecture, par elle-même, j'ai pris en photo son livre, j'ai demandé à ChatGPT fais-moi une fiche de lecture, il m'a fait une fiche de lecture. Voilà. Bon, bah... Par exemple, des anciens de DICE qui ont fait un petit jeu de shoot il n'y a pas si longtemps qui s'appelle The Finals, qui utilise déjà, par exemple, l'IA pour tout ce qui est doublage. Voilà, ce genre de procédé, on va le voir notamment beaucoup plus souvent sur des boîtes un peu moins grosses, je pense, et même après... Tout à fait, Hysteria. Ils vont pas se gêner, hein, si tout le monde... S'ils apprennent pas réellement, oui, ils vont être dans la merde. Ouais. Dès qu'ils vont pouvoir économiser de l'argent, voilà, ils vont pas hésiter, quoi. Et justement, Electronic Arts semble bien pressée. L'entreprise a présenté en septembre dernier à ses investisseurs un outil alimenté par l'intelligence artificielle pour créer son jeu juste en tapant dans une barre de recherche ce qu'on veut voir dedans. All right. Who are we gonna play as? Make 2 characters with weapons. Oui, c'est comme un Midjourney ou un ChatGPT, mais pour développer des jeux vidéo. Et tant mieux. Est-ce que c'est ça la solution? En fait, tant mieux si ça te permet de te concentrer pour faire des histoires, pour faire du gameplay qui est sympa, pour faire d'autres choses, et que tu peux ne pas te faire chier sur le level design ou des trucs du genre. On a déjà pléthore de jeux avec du truc généré de manière procédurale. Là, ce sera avec l'IA, ça va aider un peu. Voilà, maintenant, mais le truc, c'est qu'en fait, le monde se régulera automatiquement. Quand les gens vont jouer à des jeux pourris et ça se sentira que c'est fait par IA, ça ne marchera pas. Et ils verront très bien qu'ils auront besoin des humains. Exemple, la caissière avec la caisse électronique. Les caisses électroniques, dans les magasins, ça ne marche pas tout le temps. Et donc, tu as quand même besoin d'un humain derrière. En fait, tu as toujours un truc qui se régule, pour moi. Est-ce que c'est le futur du jeu vidéo? Est-ce que c'est ce qu'on a vraiment envie d'avoir? Des jeux qui sont générés par des systèmes qui ont mangé suffisamment de jeux pour espérer pouvoir en refaire d'autres? Est-ce qu'on pense avoir un peu un truc original un jour avec un système comme ça? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être continuer à faire un peu confiance à l'humain, quitte à ce que ça coûte un peu plus cher? Nous, au CEL, on suit de très très près l'IA, le combat premier du CEL. Encore une fois, ça se régulera automatiquement. Si ton jeu sorti avec de l'IA pue la merde, ton jeu puera la merde. Et alors, exemple tout con. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat s'il y a des gens vivants. Quand on te sort le 30e jeu Pokémon avec une nouvelle génération et que t'as l'impression de voir des Pokémon que t'as déjà vu 500 fois avec des noms de merde qui pourraient quasiment tous être faits avec de l'IA, tellement ça pue la merde, vraiment. Enfin, expliquez-moi la différence. Expliquez-moi la différence. Tu m'aurais mis un humain ou de l'IA derrière, c'était la même. Voilà. Quand tu me sors le 30e Pokémon qui ressemble à un canard, bon bah frérot, j'ai compris quoi. L'IA peut faire mieux, limite. Et effectivement, c'est pas de l'originalité, c'est des trucs que ça a absorbé depuis des millions d'années. C'est comme avec Midjourney ou des trucs comme ça. Mais les graphistes, ils ont peur avec Midjourney, pareil. Bah, je peux comprendre. C'est chiant, mais bah, il faut t'adapter. Voilà. Faut t'adapter. Et là, ça te fait chier parce que ça touche ton métier, mais plein d'autres trucs à toucher les métiers des autres et tu disais rien, quoi. Gros, demain, tu me dis qu'il y a une IA qui arrive à faire du pain parfait comme j'ai envie,
et ben je vais plus jamais voir le boulanger. Et tant pis en fait, bah, ça s'appelle l'évolution. Il y a plein de trucs avec l'évolution des années qui ont disparu et c'est comme ça. Les directeurs attendent des sorties avec des idées originales, on dirait. Bah non, les directeurs ils veulent sortir un jeu qui fait de l'argent. Donc si par exemple Concorde avait marché, on aurait eu un deuxième Fortnite, c'est pas du tout original, mais ça aurait fait de l'argent. Là, ça n'a pas marché, les gens n'en avaient pas envie parce qu'ils ont déjà Fortnite et voilà. Pour Pokémon, je sais pas, j'aime bien le système et principe de level up d'un truc qui peut évoluer et autres, donc je ne saurais dire. Non mais ça c'est très très cool. Je te parle vraiment de l'apparence des Pokémon. Pas le gameplay, tout ça machin, le côté effectivement monstre qui évolue, etc. C'est stylé. Mais tu dis à Midjourney, crée-moi un Pokémon avec 3 évolutions, etc. basé sur un crocodile. Et ben il va pouvoir me créer 3 Pokémon basés sur un crocodile, tu vois. Voilà. Un jeu, il faut qu'il y ait des marqueurs qui permettent de suivre comment il a été fabriqué, quelle dose d'IA il y a. Voilà. Bon, et si on soufflait un peu? C'est jeu de Nouvelle-Calédonie, ça. Ce serait malhonnête de ne pas citer les quelques bons élèves qui subsistent. Des sociétés qui gardent leurs employés et ont refusé d'utiliser l'intelligence artificielle générative. La plus connue s'avère être Nintendo. Et bien sûr, ils nous sortent tellement des jeux originaux. Le 30e Pikmin, le 80e Animal Crossing, le 18e, bien sûr, comment il s'appelle, Splatoon, le 40e Kirby, le 99e Metroid, le 112e Mario, le 31e Pokémon. Incroyable, vraiment quelle originalité! Mais en l'occurrence, dans les équipes de développement qui font les Mario, qui font les Zelda, etc., on sait que tu peux envisager une carrière. On sait que tu peux tirer de la force des enseignements de tes aînés, de gens qui sont devenus des sommités dans leur génération de créateurs de jeux vidéo, et qu'ensuite tu auras potentiellement une chance. Et c'est une espèce de une culture assez saine, en tout cas qui correspond à la manière... les bandeurs de Nintendo, là. C'est intéressant de se poser cette question, et c'est aussi intéressant de se poser la question de ce qu'ont pu faire Nintendo dans des situations de crise où en fait simplement les high executives touchaient moins de salaire et volontairement essayaient d'éponger les pertes en touchant moins d'argent. En fait, tout le reportage, il est fait pour branler Nintendo. Incroyable, vraiment. Est-ce qu'ils vont parler des plaintes abusives que Nintendo fait à chaque fois du fait qu'ils sont en train de détruire sûrement une partie de la conservation des jeux vidéo par rapport à leur attaque sur les émulateurs dont tout le monde s'en bat les couilles, vraiment bien quoi, ça suce dur. Et il y a aussi les Belges de Larian Studios. Ah bah Baldur's, bien sûr. Ceux-là même qui ont gagné le titre du meilleur jeu de l'année 2023 avec Baldur's Gate 3. Ils sont connus pour leur méthode de travail responsable qui gardent leurs effectifs au fur et à mesure, développent sur le long terme avec des accès anticipés pour bien prendre en compte les meilleurs retours des joueurs, et paient les heures supplémentaires en cas de période de crunch ou surtravail, ce qui n'est pas toujours acquis dans l'industrie. Et ça paye. Baldur's Gate 3 a non seulement raflé des prix dans tous les sens, mais les gars, surtout un énorme... Baldur's Gate 3, c'est ce qu'on appelle une anomalie en fait. Tu peux pas attirer un truc hors du commun et en faire une généralité. Encore une fois, tu généralises, t'essaies de généraliser un truc de par une... Pour l'instant, il a sorti 2 exemples il a sorti Baldur's Gate et GTA V. En tant que gros exemple, un peu, il dit alors on va se baser là-dessus, mais bon, après c'est un peu large. Bah oui, connard, tu prends 2 gros trucs qui ont été un peu insane, quoi. Énorme succès commercial, avec plus de 15 millions de copies vendues dans le monde. L'une de leurs marques de fabrique, ça a été justement de se dire Baldur's Gate 3, on n'aurait pas pu le faire il y a 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, on n'était pas qui on est en tant qu'équipe. Tout ce qu'on a accumulé nous a amené à un moment assez clé où les financements étaient là, où la licence était là, où les joueurs étaient là, etc., nous amène à ce moment clé. Mais en l'occurrence, pour ça, il a fallu prendre des gadins ensemble, et des gadins, Larian en ont pris un sacré nombre tout de même, avant de créer les Divinity Original Sin, qui sont 2 jeux qui se sont mieux vendus que les autres.
Et c'est également intéressant parce que Larian n'est pas une société cotée en bourse. Et c'est aussi ce qui lui permet d'avoir sa propre stratégie. Alors évidemment, il y a des comptes à rendre parce que ça n'appartient pas aux cofondateurs uniquement, Larian, bien sûr, mais ça n'a pas effectivement à rendre les mêmes comptes durant le bilan trimestriel, durant le semestriel, etc., etc. Le créateur du studio Sven Binke n'a jamais eu la langue dans sa poche sur l'état de l'industrie et les pratiques qui y règnent. Même lorsqu'il gagne une récompense à une cérémonie prestigieuse, il ne manque pas de s'étendre sur le sujet. About stopping the greed, which has been fucking this thing up for so long, ever since I started, ever since I've been fighting with publishers my entire life, so it's like, and I keep on seeing, I keep on seeing the same mistakes over and over and over, and it's always the quarterly profits. The only thing that matters is the numbers, and then you fire everybody, and then like next year you're going to see, shit, I'm out of developers, and you're going to start hiring people again, and then you do acquisitions, and then you put them in the same loop again, and it's just been broken and broken and broken. You don't have to. You just can make reserves, slow down a little bit, slow down on the greed, be resilient, take care of the people, don't lose the institutional knowledge that's been built up in all of those people that you lose every single time, so that you have to go through the same cycle over and over and over. Le même cycle, encore. Ouais, mais le capitalisme, il marche par-dessus ça, quoi. Mais à force de malmener l'industrie, et surtout ceux qui la font, quels en sont les dommages irréversibles? Une chose que le jeu vidéo a perdu pour de bon, en fait, c'est tous les seniors qui se sont fait licencier. Il ne faut pas penser que les talents, ils sont toute leur vie dans un studio ou dans un publisher de jeux vidéo. Il peut y avoir des allers-retours. On est très lié à l'offre, on est lié à des cycles, c'est vrai. Là, conjoncturellement, on perd peut-être quelques talents pour quelques mois, quelques années. Lui, il dit ça va. Ils ne manqueront pas de revenir à chaque fois. Ça va. Ils vont pas, il n'y a pas de problème. Pour la majorité, ils vont devoir quitter l'industrie, se reconvertir, aller élever des chefs dans la montagne ou que sais-je en fait. L'offre ce mépris. Limité, la demande est massive. Donc tu sais que si jamais tu dois rechercher un travail, tu vas être en compétition avec des gens qui sont aussi talentueux que toi, voire plus. Tu commences à être un peu âgé, tu commences à avoir 40 piges, tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu vas pas recommencer, quoi. Moi, imaginons, je suis dev, j'écris 40 000 lignes de code pour un prochain jeu, je pars, j'ai jamais documenté mon code, il n'y a que moi qui le comprends en fait. Et ça veut dire que tout ce savoir-là, on est essentiellement en train de saper toute une génération de personnes qui détenaient le savoir, qui avaient une visibilité sur les productions, qui étaient capables de former les jeunes, et on est en train de tout recommencer depuis zéro. Et tu vois, c'est pour ça que par exemple, dans une licence, parfois, non, il y a l'IA maintenant. On passe d'un jeu à un jeu suivant, et on se dit, mais pourquoi cette fonctionnalité qui était présente dans le jeu précédent, elle est plus dans la nouvelle version, dans la nouvelle bouture du jeu? Et ben, l'une des explications, c'est que en fait, à un moment, on a perdu cette compétence. On ne savait plus faire. Arrête. Ben voilà, on perd ça. Me fais pas croire, s'il te plaît, à part la fainéantise, me fais pas croire. Par exemple, l'exemple qu'il a montré, c'est dans Assassin's Creed, tu peux nager, dans Star Wars, non. Et il voulait pas se faire chier à mettre du gameplay de nage, ou il voulait pas se faire chier à coder la mer, les mouvements dans l'eau, etc. C'est tout. Moi, je pense que c'est vraiment de la flemmardise, et c'est genre, ça coûte trop cher. On va pas se faire chier à le faire, mais je pense qu'ils savent le faire. Sinon, mec, bon, voilà. Excuse-moi, hein, je pense qu'ils savent le faire. Par exemple, qui devaient avoir une composante multijoueur à leur sortie, qui ne vont plus l'avoir, des jeux qui vont être particulièrement longs, qui ne vont plus l'être. Attendez-vous à ce que tous les jeux, toutes les licences, tous les studios qu'on connaisse et qui ont une identité, et ben en fait, cette identité, elle passe au lavage, quoi, qu'elle soit complètement déteinte. Bon, récapitulons. Sauvegardons la partie. Wake the fuck up, samurai. On a une industrie culturelle et tech qui vaut plusieurs milliards de dollars. Des investisseurs, parfois déconnectés, qui n'ont pas compris qu'un jeu vidéo, ça prend du temps à se faire. Des joueurs et joueuses, certes nombreux, mais qui se concentrent sur quelques titres, tandis que les grands éditeurs tentent de ressusciter ces mêmes coups d'éclat, mais sans les créateurs qui en sont à l'origine. Car ces derniers sont peut-être partis, dégoûtés d'une industrie du jeu vidéo qui ne fait rien pour les garder. Suicide Squad, on a une industrie culturelle dans laquelle il reste encore des gens passionnés. Suicide Squad, tu sens que c'est le délire d'un éditeur qui se dit tiens, ça va être insane de faire un jeu style à service sur l'univers de Batman et du Suicide Squad. Mais qui voulait un jeu à service sur Suicide Squad? Qui l'a demandé? Eh ben spoiler, ça marche pas du tout. Mais qu'on cherche à remplacer. Des créateurs passionnants qui savent encore nous émouvoir, mais pour qui peu de gens s'émeuvent.
Alors on a demandé à ses employés, ses petits patrons, ses plus gros patrons, ses experts et bien sûr ses ex-employés, c'est quoi la suite pour le jeu vidéo ? J'adorerais dire on est en train de voir la lumière au bout du tunnel, mais j'ai l'impression qu'on nous le disait déjà en 2023. Évidemment, on n'est pas sorti complètement de ce contexte économique particulièrement compliqué. Néanmoins, il y a quand même un volontarisme des studios. Il y a des discussions avec les éditeurs qui se sont bien amorcées de nouveau. Enfin, voilà, l'avenir semble s'éclaircir un petit peu. Vous savez, au début des années 2000, je ne veux pas faire le dinosaure, mais l'industrie du jeu vidéo, notamment en France, elle était donnée pour morte. Bah oui. En fait, il faut se souvenir, elle était donnée pour morte. Le côté cyclique, je comprends qu'on puisse penser que ça va être forcément là, c'est un creux et que du coup ça va repartir parce que ça a toujours été comme ça. Sauf qu'on n'a jamais eu un creux comme ça, jamais. Et on n'a jamais été dans un contexte où des machines pouvaient générer la moitié du contenu de ton projet en termes d'assets. Et c'est ce contexte inédit, à mon avis. Encore une fois, si une machine est capable de reproduire ton contenu au niveau des assets, c'est que ton travail n'est effectivement peut-être pas très essentiel. Qui va nous faire du mal. Moi, je pense qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Et dans ce cas-là, reconvertis-toi et fais autre chose. On peut imaginer que très très loin au bout du tunnel, le jeu vidéo se porte mieux. Mais mine de rien, c'est des acquis en fait qu'on a dû se battre pour avoir et qu'aujourd'hui on n'a plus, quoi. Le jeu vidéo, c'est un objet culturel, c'est une forme d'art. L'art n'a pas besoin du capitalisme pour vivre. Il n'a pas besoin d'un chiffre d'affaires. Il faut se souvenir que, par exemple, je me la refasse la phrase, je sais pas si je suis très d'accord. La vidéo, c'est un objet culturel, c'est une forme d'art. Oui. L'art n'a pas besoin du capitalisme pour vivre. Alors, sur le côté philosophique, je vois ce qu'il veut dire. Genre, quand tu vas peindre un truc, tout ça, machin, tu n'as pas forcément besoin de le vendre pour te faire de l'argent, etc. Bien sûr, le côté philosophique de l'art, c'est un truc intemporel, que voilà, tout ça, machin. Sauf que si la personne veut se consacrer 100% à son art, effectivement, il mange quoi ? Sa bite ? Il mange son trou de balle ? Qu'est-ce qu'il fait, en fait ? Tu m'expliques ? Il faut bien que son art, il puisse le vendre, ou ses connaissances, il puisse le vendre. Donc le capitalisme là-dedans, il doit être là, non ? Je sais pas, je suis peut-être bête, hein, mais pas bizarre. L'artiste n'a pas besoin de manger. Certains jeux, ouais, peuvent être de l'art, mais pas tous, je pense. Alors un jeu, non, vu comment ça coûte de l'argent à faire, non. Tu payes ton matériel comment ? Bah oui, la création, c'est un métier cher, tout à fait. Moi, gros, en fait, le truc, c'est que mes ceintures, par exemple, que je fais de catch, où j'utilise de cuir, tout ça, bah, le cuir, ça coûte de l'argent. Le cuir, je l'achète comment ? Bah, en vendant d'autres ceintures. En mettant un pécule de côté, en investissant. Je suis obligé, en fait, de faire avec de l'argent. Si je m'éclate dans mon coin à faire du cuir, bah, je perds 400 € sur chaque ceinture, en fait. Donc, bah, gros, voilà. Il n'a pas besoin d'un chiffre d'affaires. Il faut se souvenir que, par exemple, le box-office du cinéma, l'année dernière, a été dominé par le film Mario Bros. Franchement, je ne sais pas trop ce que l'industrie va apprendre d'une crise dont la plupart des caractéristiques sont manufacturées, en fait. C'est une vision très capitalistique, j'en ai conscience que j'offre. Mais en fait, la réalité, à la fois, les deux feux qu'on regarde, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des jeux de fous qui sortent ? Oui. Est-ce qu'en face, il y a des communautés qui maigrissent ou qui grandissent de fans en face ? Non, ça augmente. Donc, les sous-jacents de toute industrie, tout le monde rêverait d'avoir ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a aussi eu un changement de réception de ce type de message chez les joueurs. Là où avant, c'était, pour résumer grossièrement, allez crever, je voulais jouer à mon jeu. Là, ça devient un peu plus, ouais, les gars, prenez le temps. Non, moi, je pense que c'est toujours aller crever et je joue à mon jeu. Je pense qu'elle a dit ça parce qu'elle est dans un réseau Twitter ou sur Sky Blue, là, dans le nouveau Twitter pour les gens qui ont du mal à être sur Twitter. Je pense que beaucoup de gens en ont un peu rien à foutre de vos studios, rien à foutre des gens dans les studios. Je parle pas pour moi spécialement, hein, parce que moi j'en ai un peu quelque chose à faire quand même, mais la plupart des gens, en fait, ils payent tellement cher leur jeu. La vie est devenue tellement chère. Tu payes tellement tout, que ce soit ton divertissement avec Spotify, donc du coup t'as le seum quand t'as des pubs à la con, même quand tu payes. Amazon, tu payes, t'as le seum d'avoir tes pubs. Netflix, maintenant, t'as des pubs aussi. Le service est pas bon, tu payes alors que t'as pas de série de qualité que tu regardes forcément. Les séries sont dévaluées parce qu'elles sont sur Netflix aussi. Les jeux vidéo sur le Game Pass, c'est pareil.
Tu payes ton Game Pass et t'as pas de jeu pendant quelques temps. Tu payes tes jeux vidéo et tu les finis pas parce que t'as pas le temps et que t'as certains jeux qui coûtent trop cher et que tu sais très bien que si tu l'achètes, tu vas peut-être te forcer un peu à y jouer, mais tu vas peut-être pas aimer. Exemple, Horizon Forbidden West, je l'ai acheté. J'ai pas aimé le faire au final. Donc j'ai perdu quand même 70 balles. Donc non, je m'en fous en fait de ceux qui ont fait Horizon derrière, quoi. Moi, j'ai payé mon jeu 70 balles. C'est peut-être très... comment dire, très personnel et très individuel et individualiste aussi, mais moi je paye mon jeu et je veux que mon jeu soit bien. Parce que nous on veut un jeu qui est vraiment polish, qui est vraiment terminé, et c'est pas grave, on attendra le temps qu'il faudra, et ça je trouve que c'est plutôt un signe positif pour l'avenir. Bah oui, tu t'aperçois que derrière peut-être un monolithe. Et encore, les jeux sont carrément plus abordables qu'avant. Il y a un accès à une offre immense. Bah oui. Avant, ça coûtait. Bah oui, et puis maintenant, ça coûte le prix d'un Game Pass, quoi. Si tu as énormément de jeux avec le Game Pass ou avec les. Pareil, ça, ils ont pas parlé des services aussi qu'ils voulaient te vendre, etc. Et comment ça impacte. En fait, le docu, il parle pas non plus de comment les Game Pass, comment les trucs comme ça, ils impactent les jeux vidéo, tu vois. Il y a des trucs qui manquent. Qui a l'air de se fracturer. Il y a une infinité de créativité absolument remarquable et fabuleuse. Tu penses qu'il est payé, lui, ou son art est bien il payé le fait les gratuitement? Il faut convaincre que toute la filière s'aligne Oui, pour il est faire pas mal de grandir docu, les hein. boîtes. On a trop eu comme objectif la diversité des jeux et pas assez la taille des boîtes. Je pense qu'il faut faire grandir des géants. Je me dis, putain, les gens qui me demandent qu'est-ce que je devrais faire pour commencer le jeu vidéo aujourd'hui, ma réponse, c'est la même, c'est ne commence pas, quoi, fais autre chose. Et ça me fait mal au cœur, en fait. Ça me fait mal au cœur de leur dire, non, fais pas ça, quoi. On accompagne un public à détourner un peu le regard et à se dire, ah ouais, mais en fait, attends, pousse-toi, jeu de 50 heures, là. Regarde cette petite perle indé qui a l'air incroyable et qui n'a été jouée que par 3 personnes dans le monde. Ça a l'air fantastique. Et moi, c'est ça que j'ai envie de pousser et que j'ai envie de promouvoir. Un jeu de 50 heures est tout aussi valide qu'un jeu indé un peu. Hein. Bon, le docu était chouette. C'est sympa. Docu très cool. Ça se regarde.